Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous lancer à la découverte d'un des personnages du MMA français qu'on adore, monsieur Clément Marcoux, qui est notre invité d'honneur cette semaine dans le Fighter Club. Avec moi cette semaine, mon compère, toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardy, bonjour. Salut Alex. Ça fait longtemps qu'on voulait avoir Clément, c'est cool. Ah bah ouais, en plus là je suis en pleine prépa, je vais peut-être lui demander des trucs pour le setting et tout, et puis ça voilà, c'était, fallait. En fait c'est ton émission de préparation, c'est ça que tu es en train de nous dire. C'est ça. Et donc c'est un grand plaisir et un honneur de le recevoir en studio avec nous, puisqu'il était à Paris pour le MMA qu'il y a ce week-end, le week-end où on enregistre entre Arès et le Bellator. Monsieur Clément Marcoux, bonjour. Salut les amis, je suis content d'être avec vous en tout cas. C'est un plaisir, un vrai plaisir partagé. Il est l'homme qui a fait monter Abdoul Abdouragimov à 84 kg pour prendre une deuxième ceinture, avant de le faire descendre à 70 pour un test pour le futur. Coach sportif, préparateur physique, analyste sur sa chaîne YouTube, propriétaire de salle, Clément Marcoux est un personnage aux multiples talents, incontournable dans le paysage du MMA français. Mais connaît-on bien son histoire? Le RMC Fighter Club reçoit Clément Marcoux pour évoquer son parcours et ses méthodes, sans oublier quelques phrases cultes. Je ne vais pas vous parler de la ceinture scapulaire, même les clavicules, il a les clavicules larges. Faites pas 20 000 pompes, faites-en 200 000. Le Coca Zéro, ça te sauve un homme en sèche. Les mecs qui font du culturisme savent de quoi je parle. Vous allez me dire, ouais, mais il est pas bon en lutte. Ouais, Blokovic, il te met une cacahuète, il t'endort. Le nutritionniste, il est payé. Il voit Ramzat débarquer avec 25 Tchétchènes. S'il voit Ramzat derrière manger un grec, tu comprends bien qu'il va pas aller le voir, lui dire, oh, je t'ai donné des cartons, faut que tu manges tes pâtes. Le chewing-gum sensu, moi j'ai fait des sèches de dingue. Ça te sauve un homme. Le Suédois qui est champion du PFL. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui sait qui c'est? Tout le monde en a rien à foutre. Quand tu en rêves la nuit de la bouffe, un Coca Zéro peut te sauver. Il n'y a pas un mec d'entre vous qui savait qui c'est qui et si. Merci à Max Abolin pour cette petite prod qui nous a préparé. Ouais. Il y avait quelques phrases cultes qu'on était obligé de ressortir. Joe. Ouais, et d'ailleurs moi j'ai un cadeau pour toi Clément. Exactement. Parce que je sais que je t'aime beaucoup. C'est réciproque. Grâce à toi je peux faire des photos pour aller à la plage et tout, quand je casse des épaules et tout, j'ai l'air beau gosse, donc tiens à ta vie, et du coup je t'ai apporté ceci, c'est pour toi. Merci. Je l'ouvre maintenant. Tu l'ouvres maintenant, ouais. Le Coca Ouais, Zéro. John est en train de donner un cadeau, un Coca Zéro, et vous avez Indispensable. exactement, Et y a pas que ça, hein. Quand vous on avez est en compris sèche. selon la phrase de la prod. Quand on est en sèche, c'est indispensable les amis. Et un autre outil indispensable, surtout quand on est Clément à la ouvre fête d'un son cutting paquet. par exemple, le paquet de chewing-gum. Sans sucre, hein. Ça a un sucre. Voilà, donc vous l'avez compris, vous avez repéré par rapport aux phrases qu'on vous a mis dans la prod. C'est certaines des phrases cultes de monsieur Clément Marcoux. Clément, j'ai pas dit de bêtises quand je t'ai présenté? Est-ce qu'il y a une, parfait, est-ce qu'il y a c'est une ça. casquette que j'ai pas donnée? Non, Non, c'est bon. non, c'est ça. On est bon sur tout. On est bon surtout. Ce qu'on voulait d'abord savoir, Clément, c'est un peu ton parcours, parce que je disais, on te connaît, t'es incontournable, je trouve, dans le paysage du MMA français. T'es aujourd'hui un C'est personnage. Mais on sait pas trop d'où tu viens finalement. Enfin, beaucoup de gens dans le grand public on connaît un peu l'histoire, mais le grand public, je pense, la connaît pas. Déjà, comment tu viens au sport de combat? C'est quoi ton parcours, on va dire, pour découvrir ces disciplines-là? C'est le premier PMA. Non, pas du tout. En fait, moi, je fais partie d'une famille mon père. Moi, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'à l'âge de. Je commençais par le judo quand j'étais petit, mais à l'âge de 10-11 ans, mon père il m'a dit bon, ben allez, tu vas boxer. Moi, j'avais pas spécialement envie, tu vois. Tous mes cousins faisaient de la boxe. Parce que c'est des forains, hein, tu vois. Ma famille, mon grand-père, etc., que tu as connu dans les événements à l'époque. Grosse culture boxe parmi les forains. Ouais. Voilà, Ouais. c'est ça. Et du coup, mon grand-père était catcheur, lutteur, etc., tu sais, dans les fêtes foraines, donc il faisait des défis. Tous ses enfants étaient boxeurs. Et derrière, moi, tous mes cousins, on n'avait pas le choix, on a dû faire de la boxe. Voilà. Et après, du coup, j'ai commencé à faire de la compétition en kickboxing, en boxe thaï, en boxe anglaise. Pareil, j'avais pas le choix, hein. On me disait, tu vas combattre. Et en fait, j'étais le moins doué, mais j'étais le plus travailleur. Et en fait, je pense que ça s'est ressenti par la suite. Parce que c'est souvent les besogneux, tu sais, les travailleurs, ceux qui sont pas doués, qui n'ont pas de talent, qui arrivent le plus facilement à transférer en fait ce qu'ils apprennent. En tout cas, moi du moins j'essaye à mon humble niveau. Et du coup après j'ai fait des titres mais qui étaient en junior, hein, en kickboxing, en boxe thaï, etc. Et à l'âge de après je suis rentré au premier PIMA à Bayonne. Donc militaire. Hein. Voilà, c'est Ouais. ça. Et Spécial. c'est là-bas en fait que je faisais déjà un peu de MMA, mais franchement de façon très amateur. On est en quelle année là? Là, je rentre en 2005 au premier. 2005, ok. Donc en 2005, je rentre à Montpellier après par la suite dans l'année parce que j'ai une perme et je découvre le jiu-jitsu brésilien avec les frères Lucioni.
et Laurent Verger, qui était le premier champion du monde français adulte en ceinture bleue, poids lourd. À l'époque, c'était sous la tutelle de Roberto Traverne. À l'époque, je pense ça il y a très longtemps. Et du coup, en 2005, j'attaque le jiu-jitsu brésilien. Je fais ma première compétition en ceinture blanche à l'Open méditerranéen. Ouais. Samuel Monin, à l'époque, est ceinture bleue, pour que les gens oui, se oui. situent. Hein. Et ceinture bleue à l'époque. Et j'affronte un mec, malheureusement, qui est décédé, Marcus Henke, maintenant. Et voilà, et c'est là où ça démarre. C'est là que je rencontre le MMA. Après, je vais m'entraîner en lutte dans un club à 7. Et c'est comme ça que tout démarre, en fait. Tu es quelle ceinture de jiu-jitsu brésilien Je suis maintenant? noir maintenant, mais ça fait très longtemps que. Mais Ouais. il faudrait que je me la fasse remettre officiellement, parce que maintenant, il faut la faire valider, du coup, Ouais. par la Fédération internationale. Par une ceinture noire 3e degré minimum, c'est ça? Oui, mais mon maître, donc Francisco Donato, pourrait me la décerner. Et parce que j'ai fait les Worlds en ceinture marron Ouais, j'allais en t'en parler. Master J'allais 1 te parler de tes en compétences, Gigi. 2018 et j'ai fait 4 fois Lisbonne. La première fois que j'ai fait Lisbonne, ça doit être en 2006, T'as fait quoi là-bas? en bleu. J'ai toujours perdu au 3e tour. J'ai C'est fait 4 les- fois Lisbonne, 4 fois au 3e tour. Lisbonne, le tour c'est Clément Ouais, ouais, c'est quoi? C'est les Worlds ou les Europes? C'est les Europes. C'est les Europes, hein, ouais. Enfin, maintenant, c'est plus à Lisbonne, hein, je crois. Maintenant, non c'est à Paris. Ah, voilà, voilà. Maintenant, c'est à Paris. Et, Ça j'ai J'ai fait en janvier à Paris. J'ai fait 4 fois Lisbonne et je l'ai fait 1 ou 2 fois en ceinture bleue, je sais plus. Et voilà, et à chaque fois j'ai perdu au 3e tour. Mais c'est très dur, hein, Lisbonne. Ah, oui. Surtout quand j'étais dans des catégories dures, lève, médio, enfin middle et light. Quoi. C'est Ouais. les 2 catégories où souvent il y a le plus de monde. Tu as 7 matchs. Hein. Et parce que c'est des choses dont on va reparler dans cette émission, mais j'ai vu que pour les Worlds en 2018, j'avais vu ton post Facebook, tu as fait une sacrée sèche. Oui, j'avais perdu énormément de poids parce qu'en fait, 20 kilos, non? On est d'accord? ouais, c'est ça. La Ouais. particularité en fait des compétitions de jiu-jitsu brésilien, fait de nogi, quoi. Hein. Parce qu'après j'ai arrêté le kimono, c'est que tu dois te peser et tu rentres sur tatami. C'est-à-dire que si tu n'es pas au poids, même que tu viennes de France, tu dégages. C'est-à-dire que tu es Bien sûr. éliminé. Hein, c'est beaucoup plus dur en réalité Bien sûr. que de faire un cutting, parce que le cutting, tu peux te rattraper. T'as la réhydratation derrière. Voilà, là non. Là, c'était. D'ailleurs, c'était un mauvais choix. J'aurais dû combattre dans la catégorie supérieure parce que c'est pas plus facile, il le sait. Je vois dans les catégories où le poids, les catégories légères, les gens ont des gardes impassables. Ils luttent pas, tout le monde s'assoit, donc ils jouent sur les avantages. Hein. Là, tu parles des mecs, c'est les meilleurs, quoi. Surtout que moi, j'étais à Master 1. Master 1, c'est quand même assez relevé. C'est plus de 30 ans. Ouais, c'est plus de 30 ans. Entre 30 et 35 ans. Ouais, et du coup, il y avait quand même des mecs qui avaient. Et d'ailleurs, je suis tombé sur le seul mec qui voulait lutter parce que c'était un combattant du Brave. Lagan Gill, il s'appelle. Ah non, pas Lagan Gill, qu'est-ce que je raconte. Mais il s'appelle Andrew Lagdan, un truc comme ça. Ouais. Voilà, ouais. Et qui s'entraînait aussi à la team Lacaille. Ok. Tu sais les Philippins là, Ouais, qui sont ouais. super forts. Donc là, tu l'as pris avec plaisir. Un Ouais, gars qui ouais, voulait lutter. c'était bien. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que ouais, c'était une super expérience. L'avion, c'est long, mais surtout quand tu manges pas. Mais voilà. Et donc, du coup, j'ai appris une autre complexité due à la performance qui doit être, du coup, être effective en grappling ou en jiu-jitsu brésilien. Et ça m'a permis toute cette expérience parce qu'après, j'ai fait une compétition de culturisme, compétition combattu MMA également. J'ai eu la chance de combattre dans toutes les disciplines et ça a nourri ma réflexion en tant que pratiquant et qu'enseignant. C'est une expérience extraordinaire pour être coach finalement, parce que ça Exactement. te donne une expérience assez dingue. On te connaît comme coach, nous, aujourd'hui, dans le paysage du MMA français. C'est fini, les compètes, toi? Tu continues Peut-être en grappling, Ouais. peut-être, mais après en Allez, MMA. bien, on va en septembre, on va à Poznan. On fait les ADCC Open, les Master 1, Master 2 et tout. Ah oui, je savais pas qu'il y avait Ah, moi, Master je vais et les tout. faire, bien sûr. D'accord, d'accord. Allez, les Et, Robert, c'est- après, oui, peut-être en grappling. Je sais que Fernand m'a déjà demandé pour la reste de revenir, mais non, mais là, je pense que je trouve Ça vieux. t'a puis- titillé? J'ai voulu en faire un parce que tu sais, maintenant, c'est vrai qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, mon dernier combat, c'est Aldric qui m'a coaché en Suède. Aldric Cassata. Et j'avais fait un burn-out, du coup, juste avant. C'était en 2012. Et j'ai été prévenu une semaine avant, j'ai dû perdre 10 kilos, c'était la catastrophe. Et j'avais pas les connaissances aussi bien technico-tactiques que physiques, parce que la préparation physique qu'aujourd'hui. Et voilà, c'est un regret que j'ai, mais bon, après. Et même pour la symbolique, tu vois, combattre à Paris, Ah oui, dans bien une sûr, grosse ouais. orga française, ça t'aurait plu? Oui, bien sûr, à l'arrêt, surtout, c'est Ouais, exceptionnel. bah oui. Hein. Plus Et belle il m'a organisation française. surtout qu'il m'avait proposé. Mais je préférerais que Fred fasse plutôt un dernier plutôt que moi. Et alors, Ton compère hein, de la chaîne. Parce que j'ai du mal à Ouais. transférer, moi, mais les compétences que j'ai à la salle, j'ai énormément de difficultés. Je suis pas un mec stressé. Tu me demanderas Aldric et je me chauffe quasiment pas avant le combat. Je peux dormir avant un combat et je pense que c'est où ça me joue des tours. Mm. Tu vois, mais j'arrive pas à transférer le niveau que j'ai du coup à la salle. Tu dirais, parce que c'est une question que j'avais pour plus tard, t'es meilleur coach que Ah oui, combattant. complètement. Mais je m'en Ah suis ouais. rendu compte très jeune. Ouais. J'ai ouvert ma salle à 22 ans. Ok. et j'avais cru comprendre qu'avant d'ouvrir ta salle, tu avais lancé pas mal d'affaires, tu as eu des restos, tu as eu tout ça. C'était parallèlement. En fait. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment te concentrer sur le sport, sur la performance, sur le coaching? En fait, ce qui s'est passé, c'est que
je coachais des athlètes gratuitement. En fait, j'avais créé une association qui s'appelle le Team Marcou. Ouais. Et tu pouvais pas venir t'entraîner si tu n'étais pas compétiteur. Il n'y a pas Mika Lebou qui est passé Non, c'était Michael est venu s'entraîner, Ouais. mais à l'époque, non, je le connaissais pas encore. Puis je crois que je l'avais même pas commencé le MMA, je pense. C'était en 2007. Ah oui, oui. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte très rapidement que j'arrivais pas à transférer le niveau que j'avais en combat. Bon, j'ai étudié ça à l'INSEP, mais j'ai pas trouvé les réponses et je pense que personne pour l'instant n'arrive à les trouver réellement. Il n'y a pas de consensus scientifique en fait sur le sujet. Et du coup, quand j'ai créé ma structure, je me suis rendu compte quand même que j'avais de la facilité pour, tu vois, au niveau de la didactique, tu vois, voilà. Apprendre, tout Voilà. ça. Ouais. Et j'étais un gros travailleur et j'avais compris aussi qu'un entraîneur devait continuer en fait, il devait s'entraîner à entraîner et continuer à se perfectionner, à se documenter. Et c'est comme ça en fait que voilà que j'ai commencé à faire ce cheminement et parallèlement. Mais c'est qu'il y avait aussi une passion, excuse-moi de te couper, il y avait aussi une passion en fait pour ça, pour Complètement. l'entraînement, la préparation, c'est une La passion perso, transmission tu vois. aussi, C'est ouais. ça. Et en fait, à l'époque, j'avais un gros problème, c'est que j'avais plein d'athlètes, de combattants, mais je trouvais pas d'événements, il n'y avait pas d'événements. Il y avait que Hatch Ouais. à l'époque. Et après, il y a eu le PFC, je pense ça, il y a une ancienne génération. Il y avait la Fightway aussi. Hein, Et on parle de Pancras là, parce On que parle le de MMA Pancras. était pas encore Et donc, j'ai légalisé. créé, on m'a connu beaucoup à la base parce que j'ai créé un événement qui s'appelle le FMC. Où on avait fait une Marcou. petite télé-réalité, on avait fait plein de trucs, quoi. Fighting Marcou Challenge, ouais, c'est ça, c'est de là, en Challenge, fait. ouais. Ouais. Et en fait, tout part de là. Et en 2010, je crée mon premier événement. Il y a Naïeb, il y aura tous les meilleurs combattants qui auront combattu. Anthony Rea, Adri Kassata, Sedina Sek. Enfin, vraiment, tout le monde est passé par là. Elias Bou, Vincent Delguera. Enfin, vraiment, tout le monde est passé. Elias Giroun, vraiment, hein, il y a eu tout le monde à ses débuts. Et du coup, j'ai organisé, pas parce que je voulais organiser. J'ai organisé parce que je voulais trouver des combats pour mes athlètes. Un peu comme faisait Hatch, tu vois. Parce qu'on était obligé d'être multicasquette. On ne vivait pas. Hein. Non, C'était la catastrophe à l'époque, pour se rendre compte. Hein. Et donc voilà, et c'est comme Déjà ça. que c'est compliqué aujourd'hui hein, pour Ouais. beaucoup d'athlètes. donc, Exactement. ouais. Et après, parallèlement, j'ai monté un restaurant qui était à thème MMA. Donc, il y avait des combats de MMA qui passaient partout. Il y a parenthèse, il y a quand même 2-3 clients qui ont dû arriver dans le truc et se dire mais c'est quoi ce Ils truc m'ont Eh, fait mais- pour des ouf. Il faut le refaire maintenant. Mais grave, il y a un créneau aujourd'hui. Ah ouais. Et Vanderlei Silva qui était venu, tu sais, il a fait un stage chez nous, dans ma salle. Et en fait, il était venu, il avait mangé au resto. Et j'ai dit, Van, est-ce que tu avais déjà vu ça dans le monde? Et lui, il habitait à la Vegas à ce moment-là. Il m'avait dit, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il y a un vrai concept. Et c'était un concept qui était avant-gardiste, mais comme j'étais pas du tout bon en tant que J'ai restaurateur, vu que tu as fait une vidéo, tu as expliqué sur Ouais. l'argent, la gestion, c'est ça qui ouais, qui était et je compliqué. la regrette cette vidéo. J'aurais dû la faire avec un vrai. J'en referai avec un vrai réalisateur, avec des vraies images C'était d'archives. hyper intéressant. Je pense que c'est bien de faire ces témoignages. Mais bon, après, j'ai eu la chance que j'étais en face de la plage, donc j'ai eu de facilité à le revendre. Hein, 18 mois après. Ouais, c'est des emplacements Je, qui partent. je l'ai reparti assez facilement. Et là, j'ai compris que j'étais pas fait pour ça. Parce que parallèlement, j'avais ma salle. J'ai dit maintenant, je vais focaliser. Je vais enlever toutes ces casquettes que j'avais, organisateur d'événements, etc. Je vais tout enlever et je vais me focaliser que le coaching parce que j'arrivais pas à gérer tout ça. Tu vois, c'est compliqué, c'est chronophage, quoi. Aujourd'hui, tu as des athlètes comme Abdoul Abdouragimov, on va en reparler d'Abdoul, bien sûr. Tu as aussi des gens, on va dire, du grand public qui te sollicitent pour des programmes de préparation, par exemple, nutrition, tout ça. Ça va aussi au-delà du MMA? Tu as des sportifs dans d'autres disciplines? Ah, mais complètement. Ouais. J'ai des footballeurs pro, rugbyman Andy Delors. pro. Tu as des Andy noms qu'on Delors. peut citer, ouais? Sans Andy Delors, dévoiler. hein, Andy Ouais. Delors, par exemple. Alban Moi, Lafont. maintenant. Alban Lafont qui vient aussi en stage l'été régulièrement, mais son frère. Hein. Là, j'ai Dimitri, donc le second gardien de Montpellier actuellement. Il vient de m'envoyer un message tout à l'heure. Donc, il vient à ma structure également. J'ai Guillaume Galtier, j'ai eu Goudicelli. Donc, ça, c'est des rugbyman du top 14 hein, qui jouaient à MHR. Maintenant, Guillaume Galtier est à Brive. Après, j'ai eu celui qui fait le triple saut, mais c'est Fred qui s'en occupait, qui a fait les JO aussi. C'est Fambon, je ne vais pas dire de bêtises sur Ouais, sa ouais. famille. Mais voilà, plein d'athlètes, vraiment tous les sports. Hein. Karatéka, Nancy Garcia. Enfin, vraiment, ça fait 16 ans que je fais ça maintenant, donc je peux même pas te dire, parce que j'ai eu plus Ouais, de t'en 1000 as vu personnes. passer, t'en as vu passer de ouf, beaucoup. quoi. Et si je te posais la question aussi, c'était dans un sens, ça m'intéressait. Est-ce que tu as une différence d'approche avec les combattants, comme quelqu'un comme Abdoul, parce que tu as ton passé de combattant aussi et que tu as cette expérience-là, par rapport à d'autres sportifs, des footballeurs, des rugbyman? Ah oui, complètement. J'adapte toujours par rapport à la discipline, par rapport aux contraintes mécaniques, physiologiques, biomécaniques également. Hein. Donc, non, c'est sûr, on n'a pas du tout la même approche. Maintenant, c'est sûr que j'aimerais vraiment pouvoir préparer que des combattants. Ouais. Ça serait l'idéal, mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Et puis, tu ne peux pas refuser un mec en Ligue 1. Non, bien sûr. Tu vois, quand Andy signe à Nice, je l'ai la semaine d'avant, et il m'a réécrit pendant l'année en me disant, Clément, est-ce que tu peux m'envoyer un programme, s'il te plaît il faut que tu me prépares, alors qu'il était déjà avec des préparateurs physiques quand même à Nice et Le tout. GC Nice, C'est gratifiant pour moi, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que le mec, il est même pas à côté de chez moi. Même, tu vois, quand j'ai des mecs comme Anthony Salamone, comme au PFL,
et qui le mec, il habite à 800 km de chez moi et qui me sollicite. Reda aussi, qui prépare sa transition MMA, Reda qui va Mercouche. venir à la fin du mois. Bilal Jektou, avec qui j'étais hier, qui vient en septembre. Tous ces combattants de renom dans toutes les disciplines. Marlon Brun aussi, qui vient de champion de France mi-lourd en boxe anglaise. Tu vois, j'en oublie, je ne sais pas combien, le petit Lorenzo. Enfin, vraiment tous les petits qu'on prépare. Ben, c'est gratifiant. Tu vas tourner avec Reda, tu vas voir. Il est fort, hein. Très fort. Tu peux nous rappeler pour nos auditeurs, parce que je ne l'ai pas cité jusque-là, où est ta Pardon salle? Où est-ce que tu es basé? Palavas-les-Flots, et ça s'appelle le FMC Performance. Alors, il faut bien N'hésitez expliquer. pas si vous êtes dans le coin, tapez, Non, tapez à la porte de Clément. il faut bien expliquer en fait, c'est pas une salle traditionnelle, c'est Ah oui, une mais salle privée où tu dois appeler pour prendre rendez-vous. C'est ça. Et il y a quand même une chose qui est remarquable, c'est qu'en fait, pense qu'en France, on est très en retard sur tout ce qui est préparation physique. Et quand on voit la salle que Clément a réussi à installer, tu as des machines que tu vois nulle part ailleurs en France. Et moi, ce que j'aimerais bien qu'on discute ensemble, c'est tu as beaucoup voyagé, tu as fait le tour des plus grandes salles de jiu-jitsu brésilien. Et pour toi, c'est quoi la différence de culture ou de connaissance entre l'étranger et la France en termes de préparation physique? Et qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Alors, en termes de préparation physique, tu parles. Hein. D'abord en termes de prépa physique, après on verra pour le reste. C'est le contexte. C'est le contexte. C'est-à-dire que nous, les Français, on n'est pas archaïque dans notre réflexion. On est archaïque dans notre mise en action. C'est-à-dire qu'on va se limiter dans les outils qu'on va travailler. On va faire du no pain, no gain, etc. Par contre, aux États-Unis, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire voilà, je veux acheter des machines à 10, 15 000 euros, 20 000 euros. Ils vont te dire go, fonce et tout. Tu sais, ils sont dans l'action, les Américains. Ils ont moins de réflexion que nous en réalité. Moi, quand je parle avec des préparateurs physiques américains, je dis franchement, je vois qu'ils bossent beaucoup moins que moi, qu'ils lisent beaucoup moins d'études scientifiques que moi. Il y a très peu de coachs américains qui sont vraiment des pointures. Il y a des légendes, comme Louis Simons, comme des mecs que j'admire énormément, comme Yesis, etc. Mais en fait, tu t'aperçois qu'en termes de connaissances, en physiologie, en myologie, en endocrinologie, on n'a rien à leur envier en réalité. Alors, pas trop pour la prépa physique, je parle surtout sur le côté médical. Mais effectivement, ils passent à l'action. C'est-à-dire que, par exemple, un endocrinologue, il est capable de monter une clinique. Alors qu'un endocrinologue français va exercer dans un cabinet. Tu vois, ils ont une différence de culture, ils sont capables Ils vont un peu plus loin, d'investir, en fait. tu comprends, ils n'ont pas peur d'investir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense être le seul préparateur physique à avoir une telle structure, même peut-être en Europe, tu vois, Parce que en réalité. tu as pris cette culture d'investir, en fait. J'ai dans le investi projet. Ouais. voilà, sur moi-même et je fais que des cours privés, ça n'existe pas. J'ai pas vu d'autres modèles, même aux États-Unis, à part Westside, que c'était que sur invitation, et peut-être la salle de coach Kassem aussi, qui est équipée en prime, mais il y a très très peu d'entraîneurs qui font notre modèle. En fait, j'ai fait la salle de mes rêves, je suis allé aux États-Unis, j'ai vu visiter, et j'ai dit, ben voilà, ben moi je veux cette salle comme ça, qui sera que privée. Il n'y a qu'une machine de chaque, hein, ça, d'ailleurs, que tu vois. Et du coup, c'est comme ça qu'on l'a monté. Ouais, il y a l'idée, elle n'existe pas, ma salle de rêve, bah, je vais la créer. Voilà, c'est ça. Et après, il ne faut pas croire qu'ils ont. La différence qu'ils ont, je te dis, c'est cette application. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans l'action, les Américains. Ils foncent. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de. Ouais. Ils ont une idée, ils la réalisent. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai monté ma salle privée, je parlais, pas ma salle. C'est quand je suis aux États-Unis, je parle avec Renato Tavares, qui est une succursale de l'American Top Team. Je crois que ça, je sais pas, c'est pas Tampa, je sais plus où c'est. Si, ça tombe pas bien, ouais. Ouais, mais c'est pas. Non. Lui, la sienne, c'était pas là. Ok. Il avait une salle, une ATT magnifique, dans un centre commercial. Alors, je sais pas combien il devait payer, le mec. Et du coup, il me dit, mais tu fais des événements de dingue, mais t'as même pas de salle à toi, c'est incroyable. Et du coup, je monte ma première salle en 2012 privée, je parlais. Et du coup, voilà, ça a révolutionné. Parce qu'en fait, c'est des mecs, en France, on me disait, mais tu vas pas monter ta salle, comment tu vas faire pour vivre? T'es malade, il n'y a pas de modèle économique, vous êtes des dingues et tout. Et il n'y avait que le MMA Factory à l'époque. Et le Platinum, je crois, de mémoire. Hein, Qui était, si tu parles 2012, même c'était le CrossFit, le MMA Factory. Ouais, c'est le CrossFit. Ça s'appelait le CrossFit. CrossFit, excuse-moi, pas CrossFit. Et à l'époque, j'appelle Fernand Lopez, qui était mon ami, qu'il est toujours, et je lui dis, Fernand, il faut que tu me reçoives, parce qu'il faut que je prenne des idées pour ma salle. Je monte à Paris, je fais aller-retour dans la journée. Je monte, il me voit arriver, je prends des photos. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et j'ai dit, mais je vais copier ta salle. Et on a fait un fou rire. Et là, on en parlait tous les deux. Et il était mort de rire. J'ai dit, tu pourras me mettre un procès. Et en fait, j'ai copié tout, le flexi-roll, tout ce qu'il avait, j'ai tout pris. Parce qu'on a fait à peu près la même dimension, notre salle, tu vois. Et j'avais pas d'idée, quoi. Parce que Platinum, c'était plus grand que moi. Fernand, c'était à peu près, c'est petit, tu sais, celle qui est dans Bien sûr, je la connais bien, la voilà. moi, 12e arrondissement. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fait copier conforme et je l'ai ramené chez moi, quoi. Nickel. Et alors, du coup, dans tes pérégrinations aux États-Unis, raconte-nous un peu où tu as été, avec qui tu t'es entraîné. Je pense que ça va vachement t'intéresser. Alors, dans le spécifique, hein, je parle toujours, j'ai eu la chance de m'entraîner au Gleason Gyms pour la boxe anglaise à Brooklyn. Ouais. Après, j'ai fait toutes les salles. J'ai été dans la salle aussi. Ah oui, c'est génial. Hein. Rien que quand tu rentres, même tu montes l'escalier, C'est génial. T'as déjà les frissons. Celui-là qui me coachait, c'était Lennox Blackmore, un ancien champion du monde, il me semble, WBA. Je crois que c'est ça. Ouais, si. Et après, derrière, je me suis entraîné chez Danaher, bien sûr, chez United, chez tous les clubs, chez Marcelo Garcia. Pareil, je me suis entraîné à l'American Top Team aussi. Je me suis entraîné dans plein de clubs, quoi. Vraiment, j'ai eu la Meilleure chance. salle, selon toi, que tu as vu?
Enfin, celle qui t'a le plus impressionné au-delà de meilleure salle. En beauté, tu parles ou en Ouais, non, niveau tout ce qu'il y avait, la structure, tu vois, la qualité de ce que tu trouvais dans la salle. United, mon gars. Ouais. C'est comme ça, là. C'est cette grandeur-là. Tu rentres, t'as 4 champions du monde, t'as 15 Brésiliens. Et l'entraînement, c'est le seul qui est gratuit. T'as un Open, en fait, qui est gratuit. Ok. C'est le seul. Et Et là, qui- tu sais que tu vas y Et tu vas et tu sais que ça va envoyer. À l'époque, moi, quand j'y vais, il y a Jao Miao, il y a Paolo Miao, il y a Murilo Santana, il y a le mec qui vient de gagner le trial ADCC, là, le poids lourd avec les tatouages. Il y a Dillon Dennis, il y a Eddie Cummings qui sortait de chez Danaher. Que des tueurs, mon gars. Et là, tu rentres. Le cours, il est entre midi et 2. C'est le seul cours de tout New York où c'est gratuit, même si tu es pas de la salle. Là, tu sais que tu tombes dans un traquenard Ouais. d'enfer. Par contre, la salle, elle est dégueulasse. Hein. T'as tourné avec qui là-bas? Tous? Principalement Paolo Miao. T'as D'ailleurs, il a réussi- mis une photo, tu l'as vu Ouais, sur son ouais, je l'ai profil. vu. Oui, Je l'ai il vu. est dans ma demi-garde. Ouais. J'étais honoré qu'il mette une Ouais. photo, il préparait la DCC. Ouais. Et en fait, il fait 0-0, il se fait voler d'ailleurs, c'est une honte, contre Tanquinho, Ouais. gagnant la DCC. Et il fait 0-0 en faisant qu'attaquer. Et d'ailleurs, j'avais écrit un message, j'avais dit c'est une honte ce qu'ils t'ont fait. Il fait vraiment match nul, quoi. Ouais, Il ouais. fait qu'attaquer, l'autre il fait que bloquer. Contre le Et futur c'est lui vainqueur. qui passe, quoi. Ouais. Et après, il bat. C'est Kelly Rotolo qui bat après en demi-finale, qui lui retourne la jambe, mais qui gagne quand même. Voilà. Il fait 3e, mais en battant un des deux Ouais. frères. Là. Non, Je sais pas c'est quel ou c'est l'autre, je sais plus comment il s'appelle. C'est celui-ci, la DCC? Non, c'était l'autre. Celui il- d'avant? Je pense pas que les Rotolo, ils étaient déjà là. Si, il fait demi-finaliste parce qu'il y a une Peut-être, photo qui est connue peut-être, ouais, où il peut-être. entraîne différentes Oui, oui, genou. oui. Alors, ouais, parce qu'il faut savoir pour nos auditeurs qui connaissent pas, en fait, ils sont réputés pour ne plus avoir de ligaments dans les jambes. Et en fait, tu peux leur faire toutes les clés de jambes que tu veux. Ça va rien faire. Et ils vont jamais taper. Par contre, ils marchent de manière très bizarre, non? Et ça, et surtout, ils sont costauds quand tu les vois en vrai. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. Quand je suis tombé sur eux, j'ai été très étonné de leur physique, tu vois. Et alors. Dans la liste, attends, je suis obligé. Dans la liste qu'il a donnée. Dylan il a Dennis cité- Non, mais il a cité un nom sur les endroits où il a été. Danaher. Ah, Jeune je vais Danaher. venir tu- après. Voilà, Ouais. vu qu'on aime le Parce grappling. que comme on en a parlé, je sais que ça peut être un bon chapitre. ça. Voilà, on aime le Ouais. grappling au Fighter Club et on a déjà évoqué souvent Danaher et sa Danaher Death Squad, hein, bien sûr. C'était chez Renzo Gracie à New York. Oui, Et c'est c'était ça. avec lui. Dans le sous-sol bleu. Oui, exactement. Là où. Est-ce que tu as chopé un staphylocoque là-bas? Non. Parce que tout le monde en chope quand Ah ils bon vont là-bas. Ah, d'accord, apparemment. Parce que comme il n'y a pas de lumière et tout. C'est ton tampon normalement. Bah, c'est Craig, on sait qu'on a fait Craig Jones Ouais, dans le bien sûr. podcast. Il y était quand j'y étais. Ah ouais. Mm. Et en gros, il nous disait que le fait de l'absence de lumière et tout, il avait des staffs toutes les semaines. Ah, d'accord, ok. Bah, raconte-nous juste en Bah quelques oui, mots. il faut. C'est quoi la meilleure salle de grappling au monde avec le meilleur coach de grappling au monde? C'est quoi d'être là-bas? Je crois qu'il a été déçu. Non, pas Non du tout. Non, parce que moi, j'aime beaucoup l'approche d'Hanauer. Je suis très fan de lui, dans son approche, dans sa vision, en fait. Même de la performance, tout court. Mais en fait, c'est différent. Hanauer, c'est un mec qui n'a pas d'interaction avec ses élèves. Il n'a aucune interaction avec toi. À aucun moment, il t'adresse la parole, comment il te salue. Par contre, moi, je m'en fous, moi, ça me dérange pas. Il y a pas il est comme chez moi, il n'y a pas d'échauffement à proprement parler. C'est-à-dire que moi, je fais pas d'échauffement. C'est le mec qui s'échauffe. Et après, on démarre Voilà, notre cours, quoi. Mais lui, Hanauer, c'est pareil. Quand il démarre, c'est du spécifique. Il n'y a pas tu cours, machin et tout. Ce que je déteste, ce que j'ai détesté chez Marcelo Garcia, tu vois, tu cours, tu sautes mouton, fait, truc complètement que je n'aime pas. Chez United, pareil, hein, ça n'existe pas. Tu démarres directement par des drills. Et lui, Hanauer, c'est ça. Et après, il fait un cours magistral. En fait, il faut que tu vois Hanauer comme un mec, comme un professeur dans un amphithéâtre. Un conférencier presque. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas un mec il va pas passer. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, parce qu'ils pensent qu'il va passer et les corriger. En disant, oui, toi, tu fais mal ton truc. Non, il s'en fout. Il fait son truc, et après, il échange avec Gordon Ryan, avec Nicky Ryan, avec toute la clique. Mais c'est un mec qui est vraiment axé sur la performance, beaucoup sur les détails. Voilà, il fait des monologues, dire, tu n'as pas d'interaction. Ouais. Tu- Et tu disais, il y avait Craig Jones quand t'es passé? Ouais, et ce qui est... Il y avait Gordon Ryan? Oui, bien sûr. C'est quoi quand tu vois ces C'est mecs-là? un, tu te dis c'est un quoi, monstre, des physiquement c'est un monstre, Ouais. c'est un titan. C'est quand tu le vois devant toi, tu te dis, waouh, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Quand tu comprends pourquoi, c'est un monstre, c'est un titan. Franchement, j'ai rarement vu un mec aussi physique. Et du coup, ce qui m'a choqué le plus, c'est l'attention qu'ils ont, comme ils écoutent leur entraîneur. Et là, tu te dis, on ne pourra pas les rattraper. Parce que quand ils parlent, il y a un silence, tu n'as pas idée, Jo. Ce que tu ne retrouves pas réellement en France, tu vois. Les mecs, tu vois, Gordon Ryan, il peut écouter Hanauer pendant des heures, il ne bouge pas, il est comme ça. C'est le maître, quoi. C'est le prof. Il y avait Nick Rod aussi. Tu vois, ils sont comme ça. À aucun moment, les mecs, tu vois, ils regardent ailleurs, où ils font ça, non. Tout le monde est attentif. Que ce soit Robert Jiggle, tout le monde ne manque pas une miette de ce qu'il enseigne. Et ça, j'en reviendrai tout à l'heure, on en parlera, hein, parce que Fred Romain Rio, là, en plus. Donc, cette implication, tu la vois pas. Ouais, tu la Et vois t'as pas tourné ailleurs. avec qui là-bas alors? Raconte. Alors, j'ai tourné avec un mec. En fait, les gens pensent que c'est Gary Tonon et tout qui va t'impressionner le plus, c'est pas du tout ça.
C'est des pères de famille que tu n'as jamais entendu parler. Ouais. Bah, juste coupe, mais on a un professeur à la Gracie Barra, il s'appelle Max. Peut-être qu'il était là-bas parce qu'il est en France depuis Possible. pas si longtemps. Tu le vois, bon, bah, père de famille, grisonnant, pas spécialement costaud. Par contre, il t'attrape, mon gars. Il y a Thomas Loubersan qui est venu à la salle et il a tourné avec lui. Bon, il y a une différence de gabarit Ouais, flagrante. Bon, bah, c'était extrêmement équilibré. Encore, ok. Et, Mais je suis pas étonné. Hein. Ouais, c'est ces En mecs-là fait, il y a inconnus qui te. Gary Tonon l'avait sollicité avec Eddie Cummings, il devait combattre dans des événements de grappling qu'on avait fait. Donc il nous connaissait. On était allé le saluer et tout. Et en fait, il y avait un mec à côté de moi, un rasé costaud, peu mon gabarit. Et Gary Tonon, il traverse la salle et il vient le saluer. J'ai dit, lui, il est chaud. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me voit. Et il me dit, on tourne ensemble au même gabarit, on avait. Petit, pareil et tout. Rasé, 40, 45 ans. Et là, on tourne. Et d'entrée, quand il se met dans ma garde, j'y vais cool. Et il est allé cool. Parce que j'ai compris que si j'allais fort, ça allait être la guerre nucléaire. C'était mon premier round en plus. Et après, j'ai tourné avec tous les mecs. Niveau général, bien. Pas ouf, hein, mais bien. C'est beaucoup les individualités là-bas. Ouais. C'est pas comme chez United. Chez United, tu y vas, c'est la guerre. Il n'y a pas de cinéma. Tous les mecs que tu tournes, ils ont fait des podiums au Ouais, monde. je vois ce que tu T'as veux dire. 15 mecs, t'as 15 tueurs. Chez eux, ce sera pas forcément le global. Par contre, tu as des mecs qui sont individuellement des monstres. Voilà, Danauer, t'as 50 personnes sur le tatami, t'as 35 mecs, qui tout le monde est bon en clé de jambe, mais si tu étudies le système Danauer comme tu fais toi et tout, tu vas pas être surpris. Tu sais, ils prennent le 2 en 1 de la papillon, tu vois, voilà, bon, ils s'enroulent à la Cummings. Hein. À l'époque, ils s'enroulaient beaucoup, c'était la période Cummings, tu sais. Ouais, Donc, ils refont les DVD instructionnels. voilà, c'est quoi. ça. Enfin, Fred tournait beaucoup avec Robert Jiggle et tout, mais comme il avait tout étudié, ça allait, tu n'es pas surpris. Après, tu tournes pas, tu vas pas tourner avec Gary Tonon, avec comment il s'appelle Craig. Non, ils tournent qu'entre eux, tu sais, ils sont vraiment, voilà, ils ont leur sparring. Nicky Ryan, pareil, ils étaient avec un mec vachement fort, qui a tourné avec Fred, par contre, lui. Petit Black, c'est ça? Il a mis très très mal Fred, tu vois. Par contre, C'est lequel? Damien Anderson. Damien Anderson, très fort, mon gars. Fait du MMA maintenant. Ouais, très très fort lui pour le coup. Et après, non, après le niveau général, bien. Chez Marcelo Garcia, le niveau, c'était pour moi le niveau le plus faible en général, tu vois. T'as tourné avec Dylan Danis? Non. Il est comment en vrai? Il est gentil ou il est. Il est très grand, très costaud, tu vois, Ouais. très large. Je sais pas, après il tournait beaucoup avec Paolo, etc. Et après, je te dis, vraiment, voilà, c'est surtout les individualités. Tu sens que Gordon Ryan et tout, c'est un autre niveau, quoi. Ils tournent vraiment qu'entre eux, hein, pour le coup. ouais, non, ça, Ou alors, ils ont des sparring inconnus, mais qui sont super forts, quoi. ouais, qui sont spécifiques pour eux et qui savent qu'ils ont un niveau et un talent qui leur permettent de tourner avec eux. Et quand tu rentres en France avec tout ce bagage, ce bagage technique que tu as pu augmenter, comment tu le retranscris à tes élèves? Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête? Parce que je te vois, c'est pas juste préparateur physique d'Abdoul, je te vois faire des drills de lutte avec Abdoul, par exemple. Ben Abdoul, surtout, moi, je fais des toiles d'araignée. C'est-à-dire que je vais, par exemple, je vais, par exemple, prendre Abdoul, le mettre au centre de mon modèle de performance, et à partir de là, je vais lier tout son schéma physique avec son schéma technico-tactique. Et je vais créer des transitions. Je vais dire, voilà, Abdoul, tu vas partir du single leg, tu vas partir sur ça. Après, lui, il exploite avec Beto Ramos, où là, il va rentrer dans la technique. Son coach, pour préciser, Voilà, ça, le coach très bon entraîneur. de la Della Riva à Nantes. Très, très bon entraîneur pour plusieurs raisons. La première, surtout, c'est que c'est un poids léger. Les meilleurs oui. entraîneurs, c'est les poids légers beaucoup plus techniques que les entraîneurs d'un gabarit supérieur. Et du coup, voilà. Et en fait, mais c'est même pas là où, en réalité, je trouve que je franchis le plus un cap quand j'y vais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, ils nous donnent une leçon d'implication. C'est un truc de ouf, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois... Ouais, c'est un truc de fou, quoi. En fait, tu t'aperçois que tu t'entraînes pas quand tu y vas, quoi. Tu es au United, tu arrives, le matin, on s'entraîne avec Paolo Miao. Parce que pour la petite anecdote, en fait, on arrive... quand on arrive au cours gratuit, j'ai dit, Fred, écoute-moi bien, ils vont nous mettre à l'hôpital. Ce soir, il y a le cours de lutte, c'est notre point fort. Viens, on va lutter avec eux. Je pense qu'ils sont nuls. On arrive là-bas, et en fait, les Miao et tout, super fort en lutte, choqué. Franchement, et pourtant, je tournais avec des mecs qui avaient fait les France et tout, hein, mais j'étais étonné de leur niveau, tu vois. Et du coup, en lutte, on se débrouille super bien. Et en fait, eux, ils se sont dit, purée, les deux Français en lutte, ils sont bien. Qu'est-ce que ça doit être au sol? On les a arnaqués un peu, tu vois. Et du coup, le lendemain, Paolo nous dit, bah, vas-y, venez demain matin. On sera que nous. Et quand on arrive avec Paolo, Joao n'a pas tourné ce jour-là avec nous. On arrive avec Paolo Mio le lendemain, et en fait, tu t'aperçois qu'il y avait 7-8 Brésiliens qui dormaient dans des duvets, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et là, le mec, il te dit, bah voilà, lui, il s'appelle Jefferson, il est champion du monde. Là, il a gagné, l'année où il a tourné avec Fred, il a gagné les World Nogi adultes, en médio, je crois, ou en lève, peu importe. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dit, et là, le mec, tu lui dis, voilà, à Paolo, on lui parle. Et toi, Paolo, comment ça se passe? Ben voilà, je m'entraîne à 9h du matin. 10h, c'est son premier cours avec nous. Après, il se rentraîne à midi. Après, il se rentraîne à 17h. Et après, il se rentraîne à 20h, je crois. 4 entraînements par jour, 6 jours sur 7. Il dort à la salle aussi?
Non. Eux, ils ont un appartement au-dessus, je crois. Ok. Et du coup, là, tu te dis que tu t'entraînes pas, quoi. Ouais. Et après, tu parles à des mecs inconnus au bataillon. Et c'est ça qui nous a le plus choqué. Et on a parlé avec un mec qui était vraiment bon, un poids lourd, très technique, chez Danauer, ça c'était. Et le mec, il nous dit qu'il habitait à 150 km et qu'il venait 4 fois par semaine. Ouais. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Ah là C'est là. quoi ces mecs, quoi? Avant qu'on parle d'Abdoul, moi j'ai une dernière question, si tu me permets, Alex. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche, hein, mais on sait que dans le grappling, tout le monde est chargé. On va pas se mentir. Ouais, Tu certainement. regardes la DCC, Oui, oui. je pense que tu fais des tests antidopage, 99% des athlètes. D'ailleurs, on a vu, hein, je sais pas si tu as vu au dernier championnat du monde Nogi BJJF, il y a 8 athlètes qui ont gagné, qui se sont fait destituer de leur médaille je parce suis même pas- que je suis même pas il étonné. y en a un, il avait 16 substances différentes dans le corps. Ah ouais. Euh, Je me permets d'une parenthèse. Joe vient donc de dire qu'il y a 99% des gens qui font la DCC qui sont chargés. 5 minutes après nous avoir dit qu'il allait faire les Open ADCC dans quelques mois. moi, je suis chargé avec Vous en tirez la conclusion je que suis vous chargé voulez. avec du jus de pomme et du jus de céleri. C'est pas parce que tes petites copines me préfèrent moi qu'il faut être aussi jaloux. Non, mais la question logique qui est amenée, c'est est-ce que tu penses que tu nous parlais d'implication? Il y a quand même un écart en termes de pharmacie qui fait qu'on a du mal à être compétitif face à ces gens-là. En partie, mais c'est pas que ça, c'est la mentalité. Mec, c'est des machines. Même, je te dis, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est les loisirs. T'es pas Miao. Ouais. Je sais qu'il s'entraîne comme un ouf, il est réputé pour ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que le mec que tu connais pas. Là, tu vois, Fred, il racontait une anecdote sur notre live. Il a rencontré un tatoueur à Rio. Et il fait exprès de travailler 1 jour sur 2 pour s'entraîner 3 fois par jour. Ah ouais. Là, tu Ok. comprends qu'il y a un Ok. gros problème. Oui, ok. Là, tu comprends, il y a un gros Et donc problème. tu placerais, par rapport à ce qu'il dit Joe, tu placerais la mentalité comme au-dessus en termes de raison que du possible dopage. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est ça qui fait leur c'est force. ça qui me fait peur. Gordon lui-même avoue qu'il est chargé comme une mule. Hein. Mais c'est ça, pour toi, ce qui fait leur force, c'est ça. C'est Et la après, bien mentale, sûr c'est qu'après, l'entraînement. à très haut niveau, bien sûr que ça a une incidence significative. Mais comme Galvao, quand tu le vois arriver contre Gordon Ryan, tu te dis pas que, tu vois, Bien ça sûr. va pas faire, là, il faut pas se leurrer, quoi. Tu sais, la fois, une fois, il s'est bien foutu de ma gueule parce qu'après la DCC, je lui dis oh là là, mais en bon fan que je suis, je pense que Craig s'y prenait et tout. Et il m'a regardé, il m'a dit mais tu crois qu'il prend rien? Non, bah, après, je crois qu'il s'en cache même pas. Ah lui oui, non là, plus. c'est le fan qui parlait. Joe, Après, c'est clairement- attention, comme j'ai déjà dit plusieurs reprises, il y a prendre des produits et prendre des produits. C'est pas parce que tu es chargé que tout le monde est chargé. Bien sûr. Il faut pas le voir de cette manière-là. Quelqu'un qui a un budget de 300 € par mois et quelqu'un qui a un budget de 5 000 € par mois, c'est un autre monde. Oui, on Bien est sûr. d'accord. Ça n'a rien à voir. Ouais, C'est pas parce que le mec est chargé qu'il est chargé comme Gordon Ryan. Gordon Ryan, Bien sûr. il a des moyens C'est financiers un- qui lui permettent d'avoir des produits totalement différents. C'est un parallèle qu'on pouvait mettre dans le vélo, ou l'époque de Oui, Lance Armstrong, exactement. où il disait les mecs sont dopés derrière aussi. Oui. Il devait y avoir quand même une différence entre le gars de la Oui. petite équipe qui avait pas de moyens et Lance Exactement. Armstrong avec l'US Postal et Oui, bien ses sûr. millions de dollars Ouais, derrière. bien Tu sûr, vois, bien sûr. Il y a une grosse différence. Et le contexte est extrêmement important. On voulait passer un peu sur Abdoul quand même, Mhm. puisqu'on en parle depuis tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que son dans le plein. MMA, on te connaît ces derniers mois. On se rappelle, je le disais dans mon intro, fin janvier, à Arès, il a été battre Rafal Haratic en 84 kilos, un combat incroyable. Qui s'est Avec fait- voilà, cette Il s'est soumission. fait en fin de- rattraper par la patrouille depuis. Exactement, et puis cette soumission en fin de 5e round, alors qu'il va perdre le combat, il Ouais. a fait lever. Je pense que j'ai fait pas mal d'Arès dans la salle. Je pense que c'est le moment le Ouais. plus chaud qu'il y ait eu à Arès, peut-être avec J'ai- l'entrée de Mika Lebou au Arès J'ai 14. failli péter mon ordinateur. Ah, c'était vraiment. c'était fabuleux. Et quelques semaines après, il y a votre vidéo où tu le descends à 70, donc pour essayer d'aller chez les lightweight, chez les légers pour le futur, notamment à l'UFC Paris, on espère en septembre pour Abdoul. Comment ça s'est passé ce test de descente à 70? Déjà, c'est ton idée ou c'est la sienne? À la base, c'est mon idée. C'est ton idée. Ton rêve depuis toujours avec Oui, Abdoul. oui, tu le dis depuis le début, tu le sais. Même je l'avais dit Ouais. sur la sueur à l'époque. Tu le convaincs tout de suite? Non. Non? Comment ça se passe? Raconte-moi un peu les À deux l'époque, suites, ça. je sais plus si c'était sur la sueur ou sur l'ISMKT, je m'en rappelle plus. Il me demande si Abdoul va être champion de l'UFC. Je lui dis oui, mais à 70 kilos. Donc, parce qu'on rappelle, Abdoul, je ne l'ai pas rappelé en contexte, il combat en welter à 77 à la base. Je dis à 77, aujourd'hui, j'ai pas. Je faisais des plans. Hein. Je faisais des plans. Je me disais comment on peut battre un mec comme Kamaru Usman, comment on peut battre un mec comme Colby Covington. J'essayais de trouver des solutions parce que tu sais, Abdoul, c'est un mec qui peut arriver rapidement. Et il faut pas faire des plans un mois avant. Hein. Il faut faire des plans 3 ans avant. Et Bien si tu y arrives, ben, tant mieux. Et si on n'y arrive pas, tu sais, je rappelle toujours un truc. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais quand même, il n'est pas encore, il ne faut pas visualiser. Si, il faut visualiser. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que à partir du moment où on aura un adversaire pour Abdoul à l'UFC, on ne parlera plus de personne. Par contre, moi, j'ai un spectre qui me hante, c'est que Dariush a pris un KO contre un mec inconnu à l'UFC et Makhachev prend un KO par Adriano Martins. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire que j'ai déjà dit à Abdoul, j'ai pas peur du top 5,
j'ai peur du Les mec mecs d'avant. d'avant. Parce que Makachev n'a pas perdu contre les Non. meilleurs. Non. Dariush n'a pas perdu contre les C'était meilleurs. Alexander Hernandez. Ils se sont fait éteindre par des mecs Mm. inconnus. Et à l'UFC, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que, et à l'époque où Makachev perd, que ce soit toi ou moi, on n'aurait jamais cru qu'il deviendrait le champion qu'il est en train de devenir. Dariush, quand il perd, qui se fait éteindre, c'était son adversaire que tout le monde annonçait qu'il allait être un grand Alexander champion. Hernandez, qui a Exact. rien fait par la suite d'ailleurs. Exactement. Et puis tu mets du temps. Une fois que tu descends de cette marche à Exactement. l'UFC, tu mets Et du donc- temps à l'air grimper. Donc, du coup, il faut sous-estimer personne. Mm. Par contre, comme je dis, il y a des mecs, moi, au top 20, je pense souvent à Gouram, que je trouve que c'est un problème, par exemple. Ouais. Et peut-être que tu as des mecs, tu sais, c'est souvent le style. Kutouladze. Voilà, il y a souvent des styles qui font les combats. Ouais, bien sûr. Maintenant, si on inflige ça à Abdoul, le fait de descendre 70 kilos, c'est qu'on a des ambitions pour lui. Vous êtes au courant qu'Abdoul a refusé le PFL Mhm. euh, Une avec proposition une à 6 proposition- chiffres, on est une d'accord. proposition de malade. Mm. C'est parce qu'Abdoul croit en lui. Et nous, on est obligé de croire en lui. Si on lui dit non, Abdoul, ben non, tu iras jamais dans le top 10, vaut mieux qu'on change de métier déjà, premièrement. Et en plus de ça, vaut mieux qu'on aille au PFL. Pourquoi faire? Tu veux qu'on aille là-bas si c'est pour stagner dans les top 20 où il va gagner 20 000 balles, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Ou on reste à la res. Je dis franchement, on est très bien. Ouais. Tu vois. Donc en fait, on est obligé d'y croire et on y croit. Pour de vrai, c'est pas pour lui faire plaisir. Non. D'ailleurs, je lui ai dit, Abdoul, à 77, ça va être très dur. Ah, Lui, il y 70, croyait. ouais. Moi, j'ai dit, Abdoul, je sais pas que j'y croyais pas, mais j'ai dit, Abdoul, aujourd'hui, ça va être très très compliqué. Il y a des mecs très très forts. Par contre, à 70, on a Voilà. peut-être Par une contre, à place. 70, je te garantis que tu peux poser, avec la dimension physique que tu peux apporter, parce que j'y reviendrai après, hein, ça, hein, je ne sors pas de mon chapeau, j'ai des Mhm. références sur Abdoul. Quand je te dis, Abdoul, moi j'ai eu la chance de tourner avec tout le monde. Je tournais avec Murlo Santana, avec Cyborg, avec Robson Moura. Quand je te dis Abdoul, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est que, non, t'as pas compris. En fait, la dernière fois, j'ai entendu un truc qu'on m'a envoyé, que tu as dit, et qui pour moi était lunaire. Tu as dit, Abdoul, je le classe top 3 en France. Je crois que tu te rends pas compte, en fait. C'est beaucoup plus haut. Non, tu te rends pas compte. Abdoul, il faut l'affronter pour comprendre. J'avoue, je l'ai jamais fait. Et je le Et- ferai jamais. Non, je te promets, Jo. En fait, Mais moi, pour moi, il est numéro 1. Abdoul est Moi, il est numéro 1 numéro un en de loin. grappling MMA et il est numéro 1 en grappling tout court. Oui. Ouais. Moi, Mais je même, te le certifie. même en MMA tout court, pour moi, il est numéro 1. C'est Même possible. s'il a des lacunes en striking, il va falloir travailler dessus. On va pas Ouais, se bien mentir sûr, hein, bien quand il est à l'UFC. Mais après, on y viendra à ça aussi. Mais je pense qu'il a une boxe qui, pour l'instant, elle est très très perfectible. Oui, oui. Mais Oui. Oui. je pense juste que c'est tout bête ce que je vais dire. Mais Oui. moi, je m'entraîne tous les jours Mhm. avec des mecs qui sont très lourds, qui Mhm. sont plus lourds que moi. Bah, juste Abdoul, quand il m'attrape, tu sais, quand Mhm. tu le sens. Tu sens qu'il y a une Mhm. différence. Quand un mec qui t'attrape juste le poignet, ou tu sais, on avait fait une vidéo, il m'étranglait pour montrer des techniques. Il y allait tout doucement, mais Ouais, la ouais. pression, la chose, il a un truc dans les mains qui est magique en fait. Tu sais, je dis souvent, il y a 3 mecs qui m'ont impressionné depuis 16 ans. Que vraiment, j'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est ce truc? Il y a le premier, c'est le pire qui m'a impressionné dans ma vie, c'est Abdoul, pour l'instant. Tout à tête confondue, je te parle. Hein. Hmm. Le deuxième, il s'appelle Guillaume Galtier, c'est un rugbyman, Ouais. qui était en équipe de France junior Ouais. et maintenant qui est à Brive. Le troisième, c'est Mansour Barnaoui. Mm. Son grip et son cardio. Ouais. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et le petit frère d'Abdoul aussi. Hein. Je l'ai jamais eu, donc je peux pas te dire. Ouais, tu peux pas. Je le prépare, hein, mais je l'ai jamais eu. Donc Abdoul, la particularité qu'il a, c'est quand tu fais des mesures, son endurance de force, j'avais jamais vu ça. Quand il verrouille une clé, je n'ai jamais vu quelqu'un développer autant de force. Sa flexibilité. Oui, C'est-à-dire qu'en c'est fait, ça, il ouais. défend, tout ce qu'on m'a appris en prépa physique, il vient le contredire. C'est-à-dire que normalement, on te dit quand tu es. Alors, les haltérophiles le contredisent également, hein, pas de problème. Hein, mais c'est rare d'être mobile et d'être extrêmement fort. Bien sûr. Lui, alors les haltérophiles y arrivent, mais les haltérophiles de très très haut niveau. Et Abdoul, il a des facteurs X, on y reviendra si tu veux par la suite, hein, que je trouve qui est très intéressant et que les gens n'en parlent jamais. Par exemple, aucun média n'en parle de ça, mais lui, il les a. Hein, parce qu'on dit qu'il est perfectible debout, mais on ne parle jamais de son menton, Abdoul. Tu sais, je raconte souvent une anecdote où tout le monde se moque de Rabib, dans l'American Top Team, Masvidal en premier, où il dit je pense que Rabib va perdre contre Poirier, ou alors je ne sais plus ce qui s'était passé, ou il venait de combattre, parce qu'il est trop perfectible debout, défensivement. Et le coin de Rabib dit, l'équipe de Rabib répond, commencez déjà à ne pas prendre de KO, et vous vous occuperez déjà de la défense de Rabib, qui n'a jamais été tombé, n'a jamais été ébranlé. Bien sûr, ouais. Et Abdoul, c'est quelqu'un il a pris un high kick par Jara, il a pris une gauche par Discardi, il a pris une droite par Cavallero, il a pris un uppercut par Aratic, plein fer en étant épuisé. Ouais, ouais. Il n'a jamais fait l'ascenseur. Il n'a jamais été Mais connecté. c'est parce qu'il est en forme. Il n'a jamais vu le noir. Non, c'est parce qu'il a un menton, c'est génétique, c'est pas moi là, j'ai rien à voir. Hein. Ah ouais. Là, c'est une part de génétique, ça s'appelle le facteur X. C'est-à-dire que tu as des gens, ils naissent avec un menton en titane. Alors, ils peuvent tomber, hein. On l'a vu, Dariush, il a un gros menton, il est tombé. Je ne dis pas qu'il tombera jamais, Ouais, mais en tout cas, en 18 combats, ça n'est jamais arrivé. J'allais dire, il y a peut-être des mecs qui font tomber un peu plus fort à l'UFC, dans le top 5. Oui, peut-être, mais après, Viscardi, je rappelle quand même pour les gens qui ne le connaissent pas, Chargé comme une c'est mule. 4 combats Non, à d'accord. l'UFC, c'est 3 victoires virées pour dopage. Ils démontent Élisée, eux.
Ouais, Celui qui a battu Benoît Saint-Denis. Mais tu confirmes quand même, parce que, ok, j'ai Mhm. dit une bêtise, j'en dis souvent, mais sur top 3, c'était largement top 1 si je t'entends. Ouais, ouais, Mais quand on dit que sa boxe est perfectible, tu nous écoutes quand même. Enfin, Complètement. tu nous entends. complètement. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Ah ben, On est c'est sûr d'accord. que si, Comparé à ce que j'ai vu, c'est Ah bah oui, oui. c'est pas le Après, top du MMA mondial. sur ça. Après, à Ratic, je parle pas de ça. Ratic, c'était pas ça. Ratic, c'était d'autres facteurs, tu vois, qui font que. Bon, on va le dire, il a eu une grippe carabinée. Oui, C'est non, lui, mais, il est je sais, venu, je il non, était mais malade, la voilà. perfectibilité d'Abdoul, je l'ai pas vu là. Je Ouais. l'ai vu sur Jara, Ouais. je l'ai vu sur Biscardi, je l'ai vu sur Caballero. Mais il est compliqué à boxer Abdoul. Mais je l'entends, et bien sûr, on y pense tous les jours, à ce que tu nous dis. Moi, ça me hante. Si demain j'ai une baguette magique et je peux en faire un Canelo, je signe Non, de et suite. c'est pas ses On est qualités d'accord. premières, je Voilà. suis d'accord sur ça. Non. Mais parce que quand je t'entends là, j'ai l'impression Mhm. que tu me dis, il va arriver, il va rouler sur tout le top Non, 5 de non, l'UFC non, parce non. que personne va pouvoir le descendre et qu'il va rouler sur tout le monde au Non, sol. non, non, je serais parle de- pas si... Non, 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 Je je- sais que j'aime Abdoul, tu le sais. hein. Non, 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 Je serais pas si- je parle pas, je dis pas ça du tout. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Comme je t'ai dit, j'ai peur, moi, j'ai pas peur du top 5, moi. J'ai peur de tout le monde. C'est ça que j'ai encore. Ouais, ouais. Moi, Comme Je suis en train de te dire, c'est pour ça que je te dis, le spectre Adriano Martins et celui que tu as cité juste avant, j'ai une peur redoutable, moi. J'ai pas peur qu'Abdoul, le jour où il affronte Poirier, j'ai pas peur de ça. Parce que Poirier, on le sait. J'ai peur T'as que peur de l'inconnu, l'inconnu, ouais. exactement, que Oui, l'inconnu Poirier, me tu le sais quoi connecte. préparer. Poirier, Ouais. tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Gage, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Fiziev, je sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais un mec inconnu, Un kick de Chandler pleine face comme Voilà. Ferguson. exactement, tu apprends Chandler, tu sais peux que avoir vas- un menton, tu vas Voilà, le sentir. hein. tu as tout compris. Ouais. Voilà. Par contre, moi, j'ai pas peur de ça. Parce que je le sais. Quand tu le sais, c'est différent. Tu vois. Mais moi, j'ai peur du mec inconnu, qui est l'équivalent d'Abdoul, peut-être en striking, mais qu'on n'en a jamais entendu parler. Parce que le mec qui va se taper Abdoul s'il arrive à l'UFC. T'imagines, le mec, il arrive, premier combat, il se tape Abdoul. Mhm. Il est content, lui. Ah bah non, Tu vois, il S'il va se fait avoir... amener au sol, Joe, tu vois, il a un joker, tu Ah vois. bah, et puis il va avoir fait ses devoirs, le mec, donc il Tu aura vois. vu. tu vois. Mais par contre, tu peux tomber sur l'équivalent d'Abdoul, mais antagoniste. C'est-à-dire Ah. qu'un mec super striker qui va me prendre Abdoul, bon, il va me l'endormir sur un high kick. Tu vois. Voilà la question que j'ai ma petite idée sur la réponse. Ouais. Moi, j'ai mon idée personnelle. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord que s'il va, il est terri chez les 155 pounds à l'UFC Et 70 kilos, donc. et 70 kilos, est-ce qu'on peut dire qu'il a de loin, et je dis bien de loin, Ouais. c'est pas parce que t'es là ou parce Ouais, que bien c'est sûr, un bien sûr. copain, est-ce qu'on peut dire qu'il a de loin le meilleur niveau au sol de la division? Je pense que d'après Donc, les infos. division, pour rappeler, contexte, Islam Makhachev, le champion. Oui, et Dariush derrière. Charles Oliveira. Gamrot, Mhm. Charles Oliveira. D'après ce que je sais des observations qu'on a pu faire et des témoignages qu'on a, on pense que oui. Maintenant, c'est ce que je pense. C'est ce que je crois qu'Abdoul peut faire. Parce que moi, tu me dis, il y a un match de grappling Charles Oliveira Abdoul, je mets mon PEL sur Abdoul. Ah oui, Abdoul le bat. Et, Mais- et non, demain, non. il signe à l'UFC, c'est le meilleur grappleur de l'UFC pour toi? En fait, comme je te dis, moi personnellement, je pense. Maintenant, Oui, pour toi, je sais ça. voilà. Maintenant, entre ce que je pense et au moment donné où il va falloir le prouver, il y a un monde. D'accord? Parce qu'en fait, il n'y a que quand il va... Alors après, je sais qu'il a affronté Abdoul, il a affronté Muniz, dit Jésus. Mhm. C'est ce qui se fait de mieux en jiu-jitsu brésilien. Ouais, Il a ouais. perdu aux avantages, mon gars. Ouais. Quand tu affrontes un mec du niveau de Muniz, qui est quasiment un des meilleurs jiu-jitsuka de la planète, et que tu perds aux avantages, quand tu affrontes Batista, je te parle de mecs, c'est les meilleurs au monde des meilleurs. hein. C'est-à-dire, là, c'est le top du top, hein, mais en kimono, je te parle. Ouais, en Il plus, perd aux avantages, mon gars, là, à Dubaï, pour le championnat du monde. Donc là, je suis à Dubaï, je sais plus. Bon, bref. en termes de technique, ça pose quelqu'un. hein. Voilà, après, il y a voilà, deux facteurs X. Alors, tu as bien fait de préciser à 70 kilos, parce que, effectivement, là où Abdoul aura et comme Benoît Saint-Denis d'ailleurs, que j'englobe aussi, qui a ce facteur X, ils ont deux qualités qui se ressemblent avec Benoît, c'est que les deux ont une dimension physique qui est quasiment, ça sera les deux plus gros 70 kilos quasiment qu'on a dans la catégorie. Et en plus de ça, ils ont deux gros mentons chacun. Ils ont le mental, ils ont du menton, etc. Donc ça, c'est des On facteurs rappelle, X. Benoît Saint-Denis, il avait son premier combat à l'UFC et chez les Welter. Exactement. Il est en 70. Donc en fait, voilà. Et ça, c'est un facteur X. Comme Mansour, son cardio, c'est un facteur X. C'est pas que c'est une grande part de génétique. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'entre ce que nous, on croit, ce qu'on pense qu'il peut faire, moi, sur le papier, je pense que oui. Je pense qu'à l'entraînement, effectivement, je pense qu'il peut mettre à mal tout le monde. Maintenant, avec l'enjeu, avec, tu sais, t'arrives, t'es chez Poirier, il y a 15 000 Américains. Ouais, ouais. Abdoul est habitué à faire des main events. Je crois qu'il a fait 13 ou 14 main events. Non, mais c'est autre chose encore. On est d'accord. Las Et Vegas, c'est- 20 000 personnes, l'UFC. Et tu sais, autre chose. je dis toujours quelque chose qui est réel, c'est que ça soit pour Saladin, Abdoul, etc., on aura la réponse quand ils seront au top niveau. Mansour aussi, que tu peux citer. Ouais, mais Mansour, il a Qui déjà y été arrive, quand là, même on va avoir confronté. les réponses aussi. Mansour, il est confronté déjà. Ça y est, lui, il est dans les vrais problèmes. Aujourd'hui, Ouais, c'est ça, il y est. ouais, lui, il est dans le cours des grands. C'est-à-dire que juste après Primus, derrière, il est directement face au top mondial. C'est normal. Faut pas se leurrer. direct. Ouais. Cyril Gane, il est dans la cour des grands. Mm. Nassourdine, c'est Strickland, c'est Chris Curtis, c'est des gros problèmes. Abdoul, à part Aracic, bon, il peut être super fort. Hein. Mais tu vois, moi, je dis toujours que ça, là, pour moi, c'est le combattant le plus complet avec Nassourdine. Hein.
Et Abdul, c'était Thomas Louberzam qui disait c'est le combattant le plus imposant. C'est pour ça que je fais pas de classement. Parce que ça veut rien dire un classement. Non, c'est des trucs de journaliste, je vais pas te mentir, on s'amuse un peu avec ces Pourquoi? choses-là. Parce que Abdul, par exemple, il prend demain le dernier adversaire de Saladin. Tu peux m'expliquer, Jo, ce qu'il en fait? Non, mais sans déconner. Non, mais c'est Non, mais Il le froisse, il le froisse. Ça dure même pas. Mais t'as un raison, round, t'as raison, dans le sens d'un classement, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un Voilà. truc de. un truc Maintenant, c'est juste le truc qui me permet de dire que Naoya Inoue est le meilleur boxeur au monde, c'est tout. Maintenant, la chose, t'as raison, J'ai réussi à le placer encore. la chose qui est dure, la chose qui est sûre, c'est que le jour où Abdul sera confronté à un Fiziev, le jour où un Saladin sera confronté à un Topuria, nous aurons nos réponses. On a vu par exemple T'en as Gamrot. envie, t'en as très envie. Gamrot qui avait été un peu dans le schéma Saladin, qui vient du KSW, Ouais, double qui champ. était un des gros espoirs du KSW, qui en plus a fait la DCC. Je sais pas si Gros tu savais. grappleur, Ouais, bien sûr, bien sûr. il y a un vrai parallèle S'entraîne avec avec Abdul. hein. Mateusz Szuchinski. Oui, oui, qui à le Gigna, prépare. je connais, j'ai Ouais. beaucoup d'infos sur lui. Voilà. Avec Karadzic aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bien Et sûr. ben, on a vu contre Dariush, il a tenu tête, mais il était en dessous. Et même Turner. Turner qui était inconnu, il a même pas réussi à prendre une position. Exactement. Et rappel par rapport au niveau d'Abdul, parce que par rapport à ce que tu disais aussi pour Troforte, on l'a vu ces derniers jours-là, champion de France, moins de 97 kilos et absolute, c'est-à-dire tout poids confondu, la catégorie. Par contre, ça, faut qu'il arrête de faire ses combats parce que je pense à toutes les ceintures noires qui s'entraînent, qui vont, qui s'inscrivent, qui payent l'inscription. Et merde, ils sont dans le tableau, ils sont face à Abdul. Moi, j'ai un ami qui a été battu 2 fois par Abdul ce week-end, c'est Anis Ferra, qui est une, Ouais, je sais très pas bon. si- c'est une bonne Très black bon, belt, c'est il s'est très bon. préparé avec nous, on Et sûr, il s'entraînait. m'a écrit à Nice. Mais il m'a dit bon, bah, c'est. Et en fait, moi, je suis arrivé un peu après, j'ai dit, Anis, t'as perdu, d'accord, mais t'as tapé. Et mon gars, il me fait, bah ouais, j'ai tapé, Bah, évidemment. Et en fait, Et c'est Anis. c'est ce que Anis, j'allais- il est très fort. C'est ce que j'avais pointé, c'est quand Abdul fait ça, et j'ai vu ta vidéo où il disait t'étais pas pour au début, par peur de la blessure. Ouais, il a Parce peur, qu'il y a- Parce qu'il y a des gros échéances qui arrivent sûr. sans doute pour Abdul en septembre, on le rappelle, UFC Paris. Mais il est trop au-dessus. Il est trop au-dessus Mais pour, comme tu disais aussi dans ta vidéo, c'est qu'il soumet et il écrase, entre guillemets, hein, quand je dis écrase, des black belts, des ceintures noires, Ouais. dont c'est la seule spécialité, qui ne font que ça tous les jours, C'est ça. alors que lui s'entraîne au MMA global, et il les quand même soumet avec une certaine Mais facilité. c'est même pas qu'il les soumet, c'est que t'as l'impression vraiment que c'est un pro contre un amateur. Et ce qui est. Alors pourquoi on y croit? Je vais vous expliquer pour la simple et bonne raison, c'est que Fred revient de Rio, Ouais. où il était chez Davy Ramos, qui a Ok. gagné la DCC. Ouais. Et l'entraîneur, donc qui est chez Davy Ramos, il est inconnu, mais tout le monde dit au club, parce que le club où il est allé, Fred, il y a 4 ou 5 combattants de l'UFC. Tu sais, il y a Raoni Barcelos. Barcelos, ouais. Barcelos, c'est ça. Il y a je sais pas combien de combattants de la CA, des mecs du PFL, bon bref. Et il disait que le meilleur, c'était pas Davy Ramos, parce qu'en fait, souvent les mecs qui font du MMA, ils perdent énormément, Bien sûr. tu vois, leur niveau au sol. Bien sûr. Et du coup, voilà, c'est ça le plus gros problème. Et ce qui nous fait dire qu'il peut faire quelque chose, c'est qu'en fait, lui, il continue à s'entraîner comme s'il allait faire des compétitions de grappling demain. Ouais. Parce que par rapport, c'est l'école Beto Ramos, et donc il aura un avantage, certainement. Ouais. Maintenant, comme je te dis, on fera combat après combat. Est-ce que nous, on y croit? Mais si on a refusé le PFL, c'est que tu comprends bien qu'on y croit pour de vrai, je vois. Ouais. Maintenant, même s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être champion. Moi, je l'ai compris. Ouais. C'est la performance de haut niveau, les gars. Mais moi, je pense qu'Abdul, il est Tout à fait fait, pour hein, être tout à champion fait. et qu'il y a pas de. Maintenant, je pense qu'il peut y arriver. Ouais, oui. Nous, on y croit. J'espère que les autres y croient aussi. Maintenant, je ne sais pas, comme tu le sais très bien, je ne sais pas de convaincre en France parce que j'ai très bien compris qu'on avait une culture de pied-point. Je me suis déjà exprimé sur le sujet à plusieurs Ouais. reprises. J'en profite ici de pouvoir le dire. On essaye, tu sais, ici de développer un peu Voilà. la culture grappling. Maintenant, aujourd'hui, Abdul, si tu prends le top 10 français, je pense qu'on peut dire qu'en lutte MMA et en grappling MMA, c'est le meilleur des 10. Bah oui, de loin. Je vois pas De qui loin. peut. Non. Mhm. Et les gens ont tendance à oublier que le sport le plus important à MMA, c'est le lutte La MMA. lutte. Ouais. Et ils ont tendance aussi à oublier que tous les athlètes français qui sont arrivés dans le haut niveau ont tous perdu à cause de la lutte. On n'a jamais été en déficit sur le pied-point. Que ce soit Cyril Gann, vous avez bien vu, que ce soit Cyril Diabaté à l'époque, qu'elle affronte Latifi, Gustafsson, etc. Que ce soit Mansour Banaoui, je rappelle, Gamrot. Et pourtant, c'est mon ami Aziz. Hein. Et je peux te dire que Mansour, c'est un monstre. Hein. Lui, pour le coup, j'y crois à 100%. Aziz Maï, le coach de Mansour Ban. Exactement. Gamrot, Kevin Lee, Bushinger et dis-moi l'autre. C'est les fêtes ouais. Makhachev. Et Makhachev, chaque fois, c'est quoi qui a fait pencher la balance? C'est la lutte. Ouais. En France, on a toujours perdu à cause de la lutte. Et aujourd'hui, on a un franco-dagestanais qui s'appelle Abdul, Qui a ça que c'est son point fort, Ouais. que tout le monde a peur, et que on va pas reconnaître pourquoi, parce que c'est vrai qu'effectivement, je vais te donner un exemple. S'il arrive à l'UFC Paris, il prend le mec qui le souille en 2 minutes. Tout le monde pratiquement va dire ouais, mais c'est normal, c'était pas un mec qui était top 10, Dariush et compagnie. Si demain tu fais pareil avec Doumbé, ça n'a rien à voir avec Doumbé. Non, attention, ça n'a rien à voir. C'est culturel, là. Je C'est sais pas ce que avec tu vas dire, Cédric. c'est pour Voilà. ça que je souris. Doumbé arrive, il met un KO en 2 minutes, tout le monde va dire ça y est, il va battre Kamaru Usman.
Parce qu'on a une différence de vision à MMA. On a Tout le monde- ce truc du pied-point. Un manque de Exactement. culture, je dirais. Voilà. même Et de tout le monde connaissance du regarde sport. MMA Junkie. Ouais. MMA Junkie qui font le podcast. Ouais. C'est un des plus gros sites américains. Bah, ils prennent Abdul comme prospect. Le plus gros prospect au monde, toute catégorie confondue, hors PFL, UFC, Bellator, ils disent que c'est Abdul Abdouragimov. C'est quand même ouf quand même. Ouais, ouais, C'est-à-dire que même pas ils parlent des autres, ils disent toute catégorie confondue. Moi, quand j'entends ça comme l'envoi, en fait, pourquoi ils voient ça? Parce qu'eux, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce qu'Abdul va pouvoir boxer avec le top 10 UFC? Ils se demandent qui, dans le top 10 UFC, va pouvoir contrer la lutte en enchaînement d'Abdul et le sol d'Abdul. Est-ce que tu vois la différence le de chain Mais wrestling. là Le où il chain est encore wrestling, plus fort ouais. que les autres, c'est qu'il a pas juste la lutte, c'est qu'il a le sol qui va avec. offensif? Le sol offensif, pas juste défensif. Et c'est, tu sais, quand on parle de lutte d'agastanaise, c'est souvent une lutte qui est en contrôle, c'est-à-dire je t'amène au sol, je te noie, je te mets du grand and pound. Et puis s'il y a une soumission un peu basique, genre Kimura ou même un Dars, allez, un Dars quand on est dans un bon jour, on la prend. Abdul, lui, il a 7 luttes, mais au sol, il est capable de faire Ouais. des dingueries. C'est-à-dire que si au sol, il se fait renverser et qu'il est sur son dos, imagine Islam sur son dos. Il va faire quoi? Il va se relever. Abdul, tu le mets sur son dos, il est capable Ouais, de terminer n'importe qui. Il est dans l'offensive. Mais Et en plus, malheureusement, Pour moi, il a une meilleure garde que Charles Oliveira. Et, Il est et très aussi, fort, et aussi le chain wrestling dont tu parlais, Ouais. qui est Il a les deux. de plus en Il a plus les deux. important au haut niveau en MMA et que Abdullah, clairement. Et du coup, par contre, malheureusement, et ça je vous le dis clairement, aujourd'hui j'ai la réponse sur 4 combattants en France, je le recite, Cyril Gane, parce que Cyril Gane, lui, il est au plus haut niveau, il n'y a pas de débat, je suis d'accord avec Benoît Saint-Denis, pour moi, il n'y a même pas de comparaison avec les autres, parce que lui, il est arrivé au bout de l'histoire. Les autres, on ne sait pas. On fait des plans. Moi, je crois en Saladin. Je suis le premier à dire que je pense qu'il peut être champion de l'UFC. Mais je n'ai pas la réponse. Non, bien sûr. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, quand je parle à des Espagnols de ma salle, ils se foutent de moi. Ils me disent, nous, Nato Pouria, il vient de tuer un mec qui est top 10 mondial, Bryce Mitchell. Tu réponds quoi à des mecs comme ça? Bien sûr. Parce que nous, on se voit, nous, les Français. Comme Abdul, j'ai pas la réponse. Il a battu un mec qui est 34e mondial, Ratic, certes, Mhm. mais j'ai pas la On réponse. n'a pas la réponse plus haut. Voilà, par contre, j'ai la réponse pour Nassourdine. Aujourd'hui, on a vu contre Strickland, il est capable d'aller chercher un mec du top 10, même si c'est pas passé, mais il y arrive, il n'est pas ridicule. On a Manon Fiorot, qui est numéro 1 mondial aujourd'hui, et on a Mansour Barnaoui qui est dans le grand bain. Après tout le reste, malheureusement, On aujourd'hui, n'a pas les réponses. on n'a pas les réponses. Ouais. Saladin, on ne sait pas. Comme je disais, ça ne sera pas plus facile pour Salah quand il va arriver face à Emmett, face à Arnold Allen, quand je vois le combat de malade qu'il a fait, Max Holloway, comment il s'appelle, Yair Rodriguez et Mhm. compagnie, quand je vois Torres. Même Evloef, les mecs hors Ah, mais t'as hors raison. 10. Oh, t'as les gars, raison, Torres, il est bon. Ouais, ouais. Mais Torres, je crois qu'il est arrivé au PFL, il a fini sur une civière. T'as Faut se rendre compte, les gars, et ça, Abdul, c'est pareil. Hein. Abdul, il est gentil, Pépé et compagnie. Mais c'est les gars, tu parles pas de Colby Covington, là. Hein. Ouais, on passe un gap. On passe Voilà. un vrai gap. Tu sais, à l'INSEP, j'ai appris une chose, c'est que tu peux paraître extrêmement rapide si tu fais le championnat d'Île-de-France de sprint, mais le jour où tu es face à Usain Bolt, c'est là où on va voir. C'est la charrette. Ouais. C'est là où on verra si tu es vraiment rapide. Et bien là, c'est pareil. Et aujourd'hui, malheureusement, moi, j'ai mon idée. Je pense que quelqu'un comme Saladin a le potentiel de le faire. Je pense qu'Abdul a le potentiel de le faire. Je pense que Mansour a le potentiel de le faire également. Mais on Moi, sait j'en pas. suis persuadé. Malheureusement, tant qu'ils ne vont pas être confrontés à ce qui se fait de mieux dans le monde, on n'aura pas notre réponse réellement. On y croit tous, parce que déjà, on est chauvin, hein, et que voilà, et qu'on a des arguments sur lesquels s'appuyer. Hein, on est d'accord. Maintenant, tant qu'ils ne seront pas confrontés, tant qu'Abdul battra pas un mec de la trempe, je te dis, d'un Fiziev, d'un Gage, etc., j'aurais beau raconter tout ce que je veux sur ma chaîne, ici ou n'importe où, j'ai pas la réponse. Je Bien n'en sais sûr. rien. Ah, Cyril, c'est j'ai la sûr. réponse. Cyril a fait 5x5 avec Francis Ngannou. Il a battu Volkov, il a battu Tuivasa. Je sais que lui, alors vous allez me Ouais, dire, t'as oui, raison. c'est pas la même catégorie. Je suis d'accord, j'ai pas de Non, problème mais avec ça. Il y a des nuances à mettre, mais t'as raison. Cyril, Il y est. la sourdine Manon. Il y a les références. Il y a les références. Voilà, là aujourd'hui, malheureusement, les autres, moi je crois en eux, je suis le premier à le dire. C'est pour ça que je fais pas de classement, je fais des catégories. Je vais dire, voilà, Nassourdine, Salah, pour Chapeau moi. 1, chapeau 2, chapeau Voilà, pour 3. moi, je vais dire, voilà, Salah et comment il s'appelle et Nassourdine, c'est les plus complets. Tu vois, pour moi, bien plus complet qu'Abdul, ça n'a rien à voir, ils sont forts partout, les mecs. Mansour, c'est le plus compliqué, Mhm. c'est un piège, c'est un bourbier, parce que même s'il passe pas au Bellator, ça sera toujours un combat Ouais, difficile. ouais, c'est un style C'est atypique. voilà, et tout, c'est- atypique, ouais, ouais, etc. Et tu vois, et chaque combattant, pour moi, a des capacités. Manon, ben, c'est la combattante dure, physique et tout. Et après, voilà. Et après, j'espère qu'on va tous y arriver, qu'on ira tous dans Ouais, dans non, le mais but tout à du truc. fait. C'est le but de toute façon, c'est ce qui est recherché. Par rapport à ça, puisqu'on te tient et qu'on tient quelqu'un du clan d'Abdul, Mhm. on est resté sur la nouvelle qui avait été donnée par Fernand Lopez pendant une diffusion d'Arès il y a Ouais. quelques temps, qui disait j'ai une promesse de Oui. l'UFC de faire combattre Abdul en septembre à Paris pour le 2e édition de l'UFC Paris. C'est ça. Et il y a plus de ça depuis. Vous avez signé quelque chose? Il y a du concret ou pas encore? Non. Alors après, tu te doutes bien qu'on me le pose cette question tous les jours. Hein. Je sais. Bah, juste avant l'émission. Voilà. Je sais, mais c'est la première fois qu'on t'a. Donc on te la Voilà. pose. Moi, j'ai vu Fernand hier. Il m'a dit préparez-vous. On se prépare.
Et voilà, tout le monde sait qu'aujourd'hui, alors par rapport à l'UFC, parce que vous savez tous qu'Abdul, ça fait longtemps que tout le monde pense qu'il va signer à l'UFC. Après son combat contre Karl, après son combat contre Pépé, on était tous là à croire qu'il allait signer. À chaque fois, on est déçus, il n'est pas signé. Là, c'est la première fois que l'UFC, par contre, c'est eux qu'on en parlait. Donc, c'est pas. La dernière fois, on n'avait rien pour l'UFC Paris. On n'avait pas de promesses. Ils n'avaient même pas un mail, on n'avait rien du tout. Juste, Fernand avait envoyé en disant voilà, j'ai Abdul, il est super fort. Voilà, c'est le numéro 1. Mais il n'y avait pas eu le retour que vous avez eu. Exactement. Là, après le combat contre Arachi, ça a tout changé. Il est passé au 34e mondial dans une catégorie. Là, il va combattre 70, 34e mondial 84. Oui, et puis quand tu vois le highlight de la soumission, forcément, ça parle aussi aux gens. Donc là, ils ont dit, oui, en gros, ils ont fait une promesse. Ce qu'a expliqué Fernand, je ne vais pas expliquer plus. Voilà, ils ont fait une promesse. Maintenant, j'ai très bien compris que pour l'UFC, Abdul, pour eux, c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas plus objectif que moi. Pour eux, c'est personne. Au même titre que Doumbé. Tu as bien vu ce qu'il a dit, Doumbé. Ils ont dit, ouais, t'es content, tu viens. C'est 20 000. Et ça, là, ça sera pareil. Bien sûr. Comme Gamrot double champ, ils ont dit non, mais c'est super, je suis content pour toi. Mais ça sera tant. Mais c'est même marrant, c'est fascinant parce que quand tu as fait le parallèle de parler de Cédric, puisque c'est fascinant ce double shooter entre Abdul et Cédric. Bien sûr. Où Abdul, je pense, a beaucoup moins bien gagné sa vie que Cédric jusque-là, avec le combat. Cédric au Glory, il gagnait quand même bien sa vie. Oui, je pense aussi, Et en fait, lui, il va prendre pour l'instant ce qui est un choix totalement respectable, celui de plus la sécurité financière, qui lui permet de grandir, de se faire connaître aux États-Unis, d'avoir des combats qui lui font grandir dans le MMA. Abdul, lui, va chercher le challenge tout de suite. Il a 27 ans, il croit en lui. C'est ce qu'il veut en tout cas. Mais la question, c'est vous attendez jusqu'à quand? Admettons que là, en septembre, on ait une mauvaise surprise. Pas d'Abdul sur la carte. Vous laissez combien de temps avant d'ouvrir les portes pour négocier avec d'autres organisations? Après, je pense que de toute manière, le choix reviendra à Abdul. Et je pense que si après peut-être qu'ils vont nous dire pour Abu Dhabi, je sais pas, tu sais peut-être. Moi je te dis Clément, j'en ai parlé plein de fois en privé à Abdul. Si l'UFC se fait pas, il est fait pour aller au One. Owen, il va là-bas et ça devient une superstar. Il fait comme Régnier de Ryder, qui est ancien champion de jiu-jitsu aussi. Il fait des combats de grappling contre Galvao, contre les Ruotolo. Il prend $80 000 par combat de grappling entre ses combats de MMA. Je pense que ça peut être une alternative. Après, évidemment, on a envie de voir Abdul à l'UFC, il n'y a pas de question. Mais je pense que même si ça se fait pas, sa carrière, elle est tracée. Après, je ne te cache pas que si ça se fait pas, je vous dis en toute sincérité, on vivra ça. Comme une injustice. Mais bien sûr. Voilà, parce que pour nous, je vois pas pourquoi. Tu sais surtout que je te dis, il a pas donné suite, il a pas refusé, mais il a pas donné suite aux sollicitations du PFL qui étaient vraiment. On les remercie d'ailleurs de considérer Abdul comme il le considère aujourd'hui. Mais c'est vrai que aujourd'hui, voilà, les gars, c'est pas nous qu'on en a parlé. C'est-à-dire que c'est eux aussi qui en ont parlé, quoi. Bien sûr. Donc c'est eux il est intéressant. Et là, c'est pas juste vous qui demandez quelque chose, c'est eux qui ouvrent la porte. Et voilà, donc juste, c'est sûr qu'après Fernand, il a dit, voilà, j'ai lui, machin et tout. Maintenant, on est quand même confiant parce que je vois pas pourquoi ils en auraient parlé si ils n'envisageraient pas de le prendre. Non, bien sûr. Maintenant, on sait que l'UFC, quand tu vois Gomis qui a signé 2 semaines avant. Ah, mais c'est une société privée. Des fois, ils font des décisions qui n'ont pas vraiment de sens, en fait. C'est ça, l'UFC, c'est que des fois. Après, ils feront. J'espère juste, tu vois, tout ce que je dis depuis le début, comme j'ai dit souvent, je le dis souvent sur ma chaîne. On croit en lui. Je pense, Jo, toi, tu crois en lui aussi. Je pense que toi aussi, tu crois. Et j'espère qu'on aura l'occasion de prouver que tout le bien qu'on pense de lui. Parce que tu sais, c'est toujours pareil. C'est ça qu'on vit mal, tu vois, et que je me dis, c'est terrible, tu vois. Tu as un mec qui est prêt à tout sacrifier, je te dis, à sacrifier son salaire, tout, son implication. Il s'entraîne comme un malade en ce moment pour arriver à performer au plus haut niveau. Ça serait vraiment dommage qu'on lui donne pas sa chance. Moi, j'espère que les deux, c'est-à-dire Abdul et son frère Malik, seront à l'UFC sur une même carte un jour. Après Malik, la route est longue encore. La route est longue, mais Malik, il est très jeune encore. En termes de talent, 18 ou 19 oui, il a 18 ans. En termes de talent pur, au sol, je pense que il a moins d'expérience qu'Abdul, mais je pense que c'est même Abdul lui-même qui le dit. Il est plus doué encore. Oui, mais après, c'est là dans la tête. Tu sais, voilà, Abdul, je sais que. Il est dur, Abdul, dans la tête. Abdul, on a vu 2e, 3e, 4e round, il se fait rouler dessus. Moi, je suis pas surpris de la soumission. Moi, je suis surpris que quand il rentre au 5e round, Beto l'engueule, il fait un discours incroyable. Moi, je lui dis, sois créatif, fais ce que tu veux maintenant. Et de suite, il me le ramène au sol, alors qu'il était mort. De suite, il prend son bretzel, là, sa guillotine, il manque de le soumettre. Je sais pas comment il est sorti de ça, l'autre, parce que quand il la prend, c'est une dinguerie. Respect. Et là, je me dis, il est allé arracher la victoire. C'est le cas de le dire, tu vois. De revenir au 5e round. Pas, tu vois, il aurait rien fait au 5e round. Juste, il aurait fait la queue de loup. Il y va avec l'esprit. Il y va avec l'esprit. Et là, j'ai dit, Abdul, tu as des ressources. Et c'est bien qu'on ait eu vécu ce combat avant d'aller dans une grande organisation. Pas pour dénigrer la reste, rien à voir. Mais du coup, voilà. Et je te dis, moi, aujourd'hui,
comment t'expliquer, je pense que ça se ressent aussi dans ma façon de parler. Je suis un peu lassé, les gars, de tout ça. Ouais, C'est-à-dire je sais, que ça se ressent. euh, Je ressens ta lassitude, je ressens aussi que, voilà, ton amour et ton ouais, c'est amitié ça. que tu as pour Abdoul. Et je donc, suis lassé parce que je me dis, à quoi bon dire, oui, on pense qu'il peut aller au bout, S'il n'y a pas et l'opportunité. si on nous laisse Eh même, ouais. même pas oui, l'opportunité d'essayer de prouver à notre petit niveau. c'est terrible. Ouais, Quitte, je te jure qu'Abdoul, demain, tu lui dis, je te promets que c'est vrai. L'UFC lui dit, tu viens gratuit si tu perds. Je te promets qu'il irait. il y va. Eh ouais. Il prend le risque. Il prend le risque. En tout cas, tu sais, voilà, on va pas te dire, on va pas t'apprendre quelque chose en te disant que on sera les plus ravis si en août on peut avoir Abdoul en studio avec l'affiche et lui dire J'espère, hein. début septembre tu seras contre tel mec à l'UFC à Paris, ce serait ou à Abu Dhabi en octobre. Ouais, d'ailleurs, comme peut-être. tu disais. Voilà, parce Il faut qu'après, qu'il soit- après, voilà, s'ils nous disent on peut pas vous mettre sur Paris, mais ils s'engagent à le prendre sur Abu Dhabi, on va pas. Ouais, non, non, c'est- et aussi, une autre chose aussi qu'on n'a pas dit, c'est que peut-être que ça sera à 77 pour le coup, parce que Bien sûr. quand on n'a pas, je parle. Il y a un short notice. Oui, et en plus de ça, il faut savoir que quand Fernand fait la négociation, on parle pas des 70 encore. Hein. Ouais. Ouais, on est Ouais. bien d'accord, les gars, hein, on Là, parlait des ça 77. vous a ouvert d'autres. Voilà, opportunités. Fernand, après, quand il a vu qu'il allait passer à 70, il était comme un fou, quoi. Franchement, il était comme un dingue, et moi aussi, moi le premier. Ouais, hein. On Par était les tous comme des ouf. perspectives que ça ouvre. quoi. Exactement, Ouais, parce bien que sûr. à 77, on y croit. Mais je te dis la vérité, j'y crois. Mais ça, c'est dur. C'est dur, je te dis franchement. Tu cites, je rebondis, mais tu cites Fernand Lopez. Donc je tenais à te poser une question parce Ouais, que dis-moi. ici, on va pas cacher aux gens, Joe, que c'est pas l'ambiance n'est pas super homo fixe en ce moment avec Fernand pour différentes raisons. On rentrera Oui. pas dedans, Joe, mais c'est Mais on Voilà. peut être objectif On et a été- reconnaître son travail. nous, on a été critiques sur des choses, notamment en coaching. On a peut-être tort, on a peut-être raison. C'était notre avis, en tout cas, Ouais. sur le moment. Ouais. Moi, je sais que j'ai bien noté qu'en 2022, j'avais vu ta vidéo où tu t'expliques que c'est ce que tu as vu de mieux en coaching Mhm. au monde, pas en France. Donc, Moi- est-ce que je te laisse le micro pour nous Vas-y. parce qu'on a été critique, mais c'est aussi bien bien sûr. d'avoir l'opposé à ça. Est-ce que tu peux me redire est-ce que tu peux me redire ça et m'expliquer pourquoi c'est le meilleur que tu as vu au monde, Alors, Fernand Lopez? Et j'accepterai tes arguments avec grand plaisir. Alors attention, quand je dis le meilleur, les gens, il ne faut pas qu'ils confondent. Il y a plusieurs choses dans le coaching. Fernand, c'était mon tuteur à l'INSEP. Donc aujourd'hui, j'ai aucun intérêt, moi. Je m'en fous. Moi, ma vie elle se passe très bien, ma salle elle est pleine, lui la sienne, elle est sienne, on n'a pas aucun intérêt commun. À l'époque, c'était mon tuteur. Quand il arrive, je veux me le faire. C'était mon prof. Donc je lui dis, quand il arrive, il me présente sa charge d'entraînement. Je crois que c'est sur Francis Ngannou. Il me présente sa charge d'entraînement et je lui dis, mon pauvre ami, tu viens sur mon terrain, je vais te faire. Tu vois, genre j'allais le clasher. Mm. Tu comprends? Et quand il me présente sa charge d'entraînement, je suis bluffé, tu vois. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il soit si chaud? Je ne le pensais pas comme ça, tu vois. J'avais pas cette image. Je savais qu'il était fort, tu vois, même en physio et tout, il était bien, tu vois. Je savais qu'il avait fait des formations de préparateur physique et tout. Je ne le suspectais pas aussi bon. Et là, j'y pose des questions, il me répond à tout et tout. Et en fait, c'est là où il m'a impressionné. C'est-à-dire que Fernand, c'est pas le meilleur technicien. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va faire les meilleurs cours de boxe. C'est pas lui qui va faire les meilleurs cours de lutte. C'est pas lui qui va faire les meilleurs cours de sol. C'est là où il a une vision très intéressante du MMA et que j'avais jamais vu auparavant. C'est la vision globale du MMA. La planification, tout ça. Exactement. C'est-à-dire que Fernand, il a cette capacité à rapidement t'amener au très haut niveau. Alors oui, après... repérer ce qu'il faut faire avec toi. Exactement. Il va tisser comme un modèle de performance. Il va dire, voilà, Jo, toi, tu as telle qualité, je sais comment on va faire. Ok. Et il va dire, voilà, on va travailler comme ça, par rapport à ton style. Et c'est là où il m'a fait prendre aussi. C'est lui qui a vraiment révolutionné mon approche du MMA, mais pas techniquement. Il m'a révolutionné dans le dire l'importance de créer un contexte favorable au haut niveau. Bon, ça- Il s'est inspiré de son parcours à l'INSEP. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand il fait le DES à l'INSEP, donc c'est le plus haut diplôme du ministère des Sports, il finit major de promo, hein, face à des mecs qui avaient fait les JO et compagnie. Donc c'est pas moi ou c'est pas quelqu'un. Et ça, c'est Frédéric Sadis qui me l'a dit, le responsable de l'INSEP. Donc tu vois. Et en fait, il s'est inspiré d'un INSEP et il a créé le MMA Factory parce qu'il avait compris que c'était pas seulement son enseignement qui ferait la différence. C'est l'infrastructure, le fait peut-être de loger les combattants. Enfin, je te dis, le La contexte. globalité. Voilà. Et c'est là où Fernand, pour moi, c'est le meilleur. C'est parce qu'en fait, c'est dans cette globalité. Me fais pas dire, c'est pas le meilleur techniquement entraîneur de MMA que j'ai vu, mais c'est le meilleur dans son approche globale de la performance Tellement. sportive. Nous, je sais que j'ai déjà eu plusieurs des témoignages dans ce sens-là. ouais. Voilà. En effet, sur Tu sa vois. qualité globale dans le truc, c'est. Et puis en plus évident. d'être un excellent manager. Et en plus, maintenant, alors moi, à l'époque, il n'était pas manager encore. Et promoteur. Donc, voilà. Putain, Et en bien plus, sûr. voilà. Et maintenant, il a rajouté cette corde à son arc. Ou en plus de ça, c'est un bon manager. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que tu peux pas être exceptionnel partout. C'est pas possible. Hein, Bien faut sûr. pas se leurrer. Donc maintenant, c'est vrai que certainement en préparation physique, bon, il délègue. Hein. Et après, voilà. Maintenant, moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu coacher.
mais je connais quand je discute avec lui, quand on s'appelle des fois, on m'en parle, il a tout ce qu'il m'a dit. C'est ça qui est ouf, en fait. C'est qu'un jour, c'est un truc de malade parce qu'un jour, j'y ai rappelé ça. Quand je suis à l'INSEP avec lui, il me parle de Francis Ngannou. Ouais. Et il me dit, ce mec qui va être champion de l'UFC. À l'époque, c'est Ken Velasquez le meilleur. Je lui dis, mais t'es fou, toi. Il vient de perdre contre Zoumana Cissé, t'es un malade. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire? Il m'a dit, je te dis qu'il sera champion de l'UFC. Il avait cette vision. Et en fait, il m'a dit pareil pour Cyril Gane. Il m'a dit, Cyril Gane, il m'a appelé, il avait un combat. J'étais à Carrefour, je me rappellerai encore. Il m'a dit, j'ai un mec, il est incroyable. En parlant de Cyril, il avait un combat. J'ai dit, bon, il a quand même vu Francis. Francis, ça s'est produit. Et il a fait intérim. C'est déjà bien, tu vois, c'est exceptionnel même, tu vois. On l'a dit, c'est le plus haut niveau jamais atteint. Donc par en fait, le il a MMA cette capacité à voir peut-être ce que les autres n'arrivent pas à voir au moment donné. Maintenant, comme je te dis, tu auras toujours un mec qui va dire oui, mais non, mais c'est pas le meilleur entraîneur de ci, c'est pas le meilleur entraîneur de ça. Mais on parle pas de ça. Non, bien sûr. On parle, tu comprends bien que de l'organisation, de la planification, le fait d'adapter les besoins athlètes. Mourinho, il t'apprend pas à faire une passe. Bien sûr. Non. Mourinho, il t'apprend dans sa globalité, c'est un stratège. Mais c'est là où je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir ces débats maintenant que le MMA devient mainstream, c'est que comme tu dis, tu cites l'exemple de Mourinho. Tu vois, il y a l'école Mourinho, l'école Guardiola. On peut préférer l'un, préférer le style de l'autre, dire qu'un prépare mieux peut-être techniquement et l'autre peut-être est plus dans la management, la gestion, humain, la psychologie. humaine. Il y a des qualités chez chaque entraîneur en fait. Et quand des fois on a pu émettre des critiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres qualités ailleurs. Un mec que je trouve très très fort en entraîneur, par contre, en coaching, là c'est plus l'aspect technique. C'est un mec comme Adri Cassata qui m'a coaché. Parce qu'Aldric, j'ai déjà dit que je le mettais au sommet pour moi. Pour nous, c'est le meilleur entraîneur de France. Voilà, et Aldric, mais son style Aldric, un peu comme le mien, je pense, ne plaira pas à tout le monde. Parce que Aldric, c'est quelqu'un de calme, de posé. Il est très cérébral. Tu vois, il est très cérébral. Et il y a des mecs qui, eux, il leur faut des mecs un peu, tu sais, de poigne, tu sais, qui vont les secouer. Peut-être moins de finesse, mais un peu plus de prise en charge et de, tu vois, voilà. Et ça, c'est vrai que je l'ai noté. Et il faut de tout. Il faut de tout comme entraîneur parce que c'est complémentaire. Tu vois, moi, je sais que mon associé Fred, il est Abdoul. Pour te donner une idée, il prend Abdoul pendant 1 heure et il règle tous les détails au sol et en lutte d'Abdoul. C'est ouf quand tu penses. Parce que Fred, c'est l'inverse de Fernand. Fred, c'est un mec qui n'a pas une vision globale du MMA, mais qui est sur un point précis. Mais que sur la technique, il est capable de passer 2 heures à analyser un DVD de Dana ou des combats. Et après, derrière, il va dire à Abdoul, voilà, ton body lock, prends-le comme Greg Jones, mets pas ton coude comme ça, fais comme ça. Mais lui, c'est un technicien, Fred, il a la patience de le faire. Et c'est beau, moi je trouve cette diversité, c'est sur ça qu'il faut s'appuyer en fait. C'est ça qui doit faire la force du MMA. Prendre là où chacun a des qualités pour monter tous nos athlètes et tous nos champions vers le haut. Exactement. C'est passionnant Clément, hein, mais on a un peu de temps. On a fait un des podcasts les plus longs. Ouais, un des plus longs et on va bientôt devoir rendre le studio parce que ça va taper à la porte. Mais j'ai 2 petites questions avant une petite dernière séquence sourire qu'on voulait faire. Mais j'ai une seule dernière question. Tu es très présent sur YouTube avec Fred sur votre chaîne, Club des Balaises. Mais je trouve que quand je regardais ce matin, t'en fais quasiment tous les jours maintenant. Oui, c'est ça. C'est un truc qui t'a pris de passion. Enfin, tu vois, quand t'as commencé à faire ça, tu t'es pris de passion par ce jeu de l'analyse et de la vidéo sur YouTube. Oui, parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'enseignement. Et je pense que quand j'étais à l'INSEP, tout le monde me disait qu'il pensait que j'allais finir professeur. Tu vois, auprès des étudiants en master, en licence, etc., sur le domaine sportif. Et en fait, j'ai un peu comme une tribune là, où je peux parler de prépa physique, de nutrition, d'analyse technico-tactique, etc. Et j'ai mes élèves tous les jours. En fait, le studio est dans la salle. Donc, dès que j'ai fini mes coachings, au lieu de rentrer chez moi, je fais une petite heure et après, je me casse. Tu fais des lives et tout. Il y a une bonne ambiance sur les lives en plus. Il y a une communauté qui est bienveillante. Parce qu'on fait de l'éducation, on ne fait pas de divertissement. Et puis là où je l'ai noté, c'est que par rapport, tu sais, il y a beaucoup de fighters qui ont lancé leur chaîne ou qui font des podcasts. Celle de Clément marche très bien. Celle de Clément, déjà, elle marche très bien. Et puis, elle est très régulière. Ce qui fait la différence souvent avec les podcasts, qu'il faut, c'est de la régularité. Tu vois la notification Spotify tous les jours. Exactement. Les podcasts aussi. Tous les jours, tu as quelque chose avec Clément, donc je trouve ça intéressant dans ce sens-là. Et on vous laisse finir sur un petit sourire. On est obligé. Quand on reçoit Clément Marcoux, on reçoit aussi, quand je disais un personnage, on fait un clin d'œil d'abord à notre ami le Volk sur Twitter, qui nous avait fait une vidéo phénoménale au moment de la pesée de Gan Jones, en imitant Clément Marcoux sur la ceinture scapulaire de John Jones. C'est des tueurs. Je me la suis écouté, je sais pas combien de fois, ça me faisait rire à chaque fois autant. Et puis on a invité dans le studio, qui est avec nous, on t'a pas donné la parole avant, désolé, Paul, qui tient un compte Twitter qui s'appelle Out of Context, Clément Marcoux. C'est mon représentant officiel. Exactement, donc vous connaissez les comptes Twitter Out of Context quelque chose, c'est-à-dire qu'on prend des extraits de quelqu'un ou de quelque chose
pour ensuite le reprendre pour s'amuser sur des extraits un peu sympas. Et donc Paul qui tient ce compte qui reprend des extraits de Clément sur certaines vidéos. Paul, déjà, comment t'as eu cette idée-là? Comment ça t'est venu Est-ce que Clément te fascinait depuis quelque temps déjà et que t'as passé le pas? Comment ça s'est passé ça? Non, mais déjà, merci de m'avoir invité parce que c'est assez surprenant l'ampleur que ça a pris du compte. Parce que moi, il y a 2 mois, je l'avais créé. Et puis là, je suis invité dans les studios d'RMC. Donc là, pour le clin d'œil. voilà. Et puis à côté de Clément, donc c'est pas aussi D'ailleurs, bien que d'avoir Fred. Mais... l'épaule en écharpe, c'est parce que Ouais, Clément t'a réglé ouais, ton c'est compte ça. avant, hein. Il était pas T'as mis très une bonne content. quinoa, Il m'a dit. Non, donc moi, Clément, ça fait peut-être 3 ans que je suis sa chaîne YouTube. Puis j'étais un peu surpris que personne n'avait pensé à faire un compte parodique. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est quand même un personnage. Et puis, au-delà de ça, le contenu est hyper intéressant, etc. Donc, j'ai commencé avec des petites imitations. Et puis maintenant, là, je fais des montages, etc. Et puis, c'est vrai que la communauté, l'avantage, c'est que les communautés, parce qu'on va pas se mentir, le MMA, c'est quand même encore un peu niche. Ouais, bien sûr. C'est que, en fait, il y a une super ambiance. Elle est assez soudée. Et c'est vrai que ça a pris un succès intéressant, quoi. Et c'est cool, toi, de ton côté, Clément, quand tu vois tout ça, ce compte-là, le Volk, l'imitation dont on parlait, tu le prends. En fait, c'est un hommage, hein. Tu sais, c'est pas du tout une moquerie, c'est un hommage. Après, tu sais, de suite, quand j'ai parlé avec mon accent et tout, tu sais, j'étais un peu. En fait, beaucoup de gens me comparent un peu aux entraîneurs de rugby, tu vois. À Vincent Moscato. Ouais, mais plutôt les entraîneurs de rugby, tu sais, qui sont quand même assez techniques, hein, mais qui ont l'accent du sud-ouest, tu vois. Ouais. Et en fait, quand on est arrivé au MHR avec Cyril Gann, il y avait et là d'ailleurs j'ai pris une leçon sur l'analyse vidéo. Ils analysaient les vidéos, donc le club du MHR, les entraîneurs, et ça me surprenait de voir un mec avec, pareil, un accent super prononcé, mais être aussi pointu techniquement. J'étais là, je dis, waouh, moi qui me croyais fort en analyse vidéo, j'ai pris une leçon ce jour-là, incroyable, j'étais avec Cyril. Et d'ailleurs, j'ai revu j'ai tout changé de mon approche de l'analyse vidéo, d'ailleurs, grâce au rugbyman, par exemple, qui analyse et s'inspire beaucoup de la NFL, tu sais. Ouais, et donc, quand je vois des comptes comme ça, j'étais sûr et certain que ça allait arriver. Mais moi, je pense que ça participe à ta popularité, en fait. C'est possible. Ça, parce que les gens, en fait, tu sais, on n'a pas invité beaucoup de gens, on leur a demandé ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse, leur parcours, etc. Et on a passé presque 1h30. Et il y a ce côté personnage qui fait que les gens, d'une part, te respectent pour tes compétences, mais se sont aussi, je pense, un petit peu attachés à toi. Ouais, je disais, c'est un hommage. Je pense vraiment que c'est un hommage. Il y en a plein, hein, même les autres chaînes YouTube, il y a des mecs qui m'imitent. Mais Laser MMA, ouais. C'est quoi ta phrase préférée de Clément? Ah, je pense que mon expression favorite, c'est quand il dit cacahuète. Je pense que là, ou faire l'ascenseur. Faire l'ascenseur, ça c'est. Quand même. J'aurais cru salut les amis, tu vois. Parce que ça aussi, on me reprend. Ouais, c'est vrai. Bon, il y en a tellement. Ton petit gimmick de début de vidéo. Et d'ailleurs, pour te dire que j'en ai rigolé, c'est que sur le t-shirt le gentleman balèze, j'ai mis ceinture scapulaire. Ah oui. Voilà, mais oui, la boucle est bouclée dans ce cas-là. J'ai mis ça. Mais c'est vrai que ça participe sans doute à cette popularité et c'est cool. Moi, je trouve que ça fait grandir le MMA aussi. Dans tous ces sports-là, on a des choses parodiques. T'as combien d'abonnés, Paul? Maintenant 1300. On grandit. N'hésitez pas si vous avez aimé Clément Marcoux chez vous, allez vous abonner, vous trouverez les petites. Et puis Jonathan, tu m'as coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure, mais moi aussi j'avais un cadeau. Ah, mais c'est pas possible. Ce Fighter Club est un. Et un Coca Zéro. J'en ai deux. Il a sa vie doublement sauvée là. Ça, par contre, je sais pas comment il a récupéré ce passage de vidéo. C'était un passage vidéo. Tu reviens à RMC dès que t'es en galère de boisson. Hein, tu vois, on te fournit direct. Et t'as une bonne idée. On devrait le mettre avec Vincent un jour. Mais en fait, ça serait pas mal. Il y aura une couleur sud-ouest. Tu sais quoi, la prochaine fois que tu viens avec Abdou ou même tu reviens nous voir, je te promets on te descend là et on t'amène rencontrer Vincent. Je suis sûr que Vincent, ça va l'intéresser. Tu vas parler à Vincent de développer couché. C'est sa passion, en fait, et il juge la valeur d'un homme au poids qu'il peut soulever au développé couché. Je pense que là, il sera impressionné. Je dois pas être très valeureux aux yeux de Vincent Moscato. Sachez que je suis vraiment content d'être avec vous. Ça fait longtemps que je vous. Bah oui. Ouais, non, on était pareil, Joe. Je peux poser une dernière petite question. Dernière rapide, vraiment, il faut qu'on rende. C'est pour Alexandre. En fait, tous nos invités, je veux des conseils pour Alexandre. Donc, j'ai demandé à Royce Gracie. T'imagines, à Royce Gracie, s'il avait des conseils pour le début de carrière en ceinture blanche à donner à Alexandre Herbinet. Donc, tu vois, il a un physique qui est tout sauf un physique d'athlète. Si tu devais lui donner un conseil en prépa physique pour essayer d'un petit peu optimiser ses entraînements de jiu-jitsu brésilien, ça serait lequel? En préparation physique? Ouais, bah ouais. D'abord de l'endurance, développer ton endurance fondamentale et faire beaucoup de sparring, surtout au début.
Bah, ça tombe bien, il en fait aucun. Il vient juste au cours, il n'y a pas de sparring. C'est vrai, pour l'instant, t'as raison. Ah, voilà, parce qu'à à partir du moment où tu as l'endurance, tu prends plus de plaisir dans les cours. Exactement, c'est exactement ça. Donc on attend maintenant. Hein. Exactement, On attend tout ça, hein. exactement, on verra ça. Mais attends, t'as vu les conseils de qui j'ai là? Je peux te Royce progresser. Gracie, Clément Marcoux, Julien Casier, c'est ton professeur. Le mail va partir à Clément. Transforme ce corps en Ouais, cinéma. c'est Fais-en une bête de guerre. Alors attends, juste, Merci. vraiment, Vas-y. parce que Clément m'a coaché. Et ben franchement, tu sais, il y a des gens qui font des trucs sur internet et tout, c'est un peu de la fumisterie. J'ai vu mon corps évoluer de semaine en semaine, mon niveau de performance, mon niveau de force, de résistance, surtout sur les grippes, tu sais, pour attraper les grippes, vraiment changer. C'est vraiment du sérieux ce qu'il fait. Hein. J'espère Il n'y a rien qui est au hasard. que tu le rémunères quand même, Clément, pour cette publicité. Bah non, c'est pas moi qui l'ai raqué. Tu vois. Merci beaucoup Clément. Merci C'était à un vous, les plaisir amis. de t'avoir, ça faisait longtemps Merci, qu'on l'a. Clément. Merci Paul, out of context, Merci, Paul. Clément Marcoux, on le rappelle. Merci Joe, comme chaque semaine. Merci. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Abonnez-vous sur tout ça. Ton Twitter Lexab. LEXAB. Exactement. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.